Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette dernière conférence tribune de l'année 2023. Oui, déjà la dernière. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Monsieur François-Xavier Bellamy, qui est philosophe, député européen et vice-président exécutif des Républicains. Un très grand merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous sommes ravis de vous accueillir. Tribune est ravie de vous accueillir et le SCP plus généralement l'est aussi. Pour le bon déroulement de cette conférence, nous vous demandons de bien vouloir passer vos téléphones en mode avion et de ne quitter la salle, pour ne pas revenir ensuite, pour ne pas en cas de force majeure. Je laisse parler Monsieur Loluza qui va introduire cette conférence. Merci beaucoup. Monsieur Bellamy, chers collègues, chers professeurs, chers étudiants, bienvenue à l'ESCP Business School, la plus ancienne école de commerce au monde, créée en 1819 et depuis ce matin, deuxième en France, classée par l'étudiant. Et vous verrez lundi prochain, je ne dévoile pas tout, mais dans le classement européen des écoles de commerce. Voilà la progression, en tout cas, ou la consolidation, je dirais, de l'ESCP Business School en Europe. Vraiment, nous sommes ravis de vous accueillir, Monsieur Bellamy, au sein de cette belle institution et aussi de ce beau amphi et audience, parce que votre parcours, Monsieur Bellamy, résonne avec un E et résonne avec un A, doublement. Je sais pas, je crois que vous n'avez pas compris encore. Parce que c'est vrai que c'est résonne avec un E et résonne avec un A, je répète, doublement. Doublement à l'ECP. Voilà, parce que il faut. Comme j'adore l'humour, vous voyez. Et j'adore l'humour, pourquoi? Parce que il faut, à l'ECP, vous avez l'humilité et l'amour de l'école. Et donc, la contraction des deux, la combinaison, ça fait l'humour. C'est pour ça, vous voyez. Alors, je répète, la première chose, c'est que vous partagez l'Europe avec nous, avec l'ESCP. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous êtes député européen depuis 2019, je crois. Et ça, les questions européennes, c'est au cœur vraiment de l'ESCP. Comme vous savez, nous avons 6 campus en Europe, Paris, Londres, Madrid, Turin, Berlin et Varsovie. Deuxième élément qui nous rapproche, vous avez la passion de l'éducation. Vous avez été professeur, justement dans les classes prépa, dans une école notamment qui m'est très chère, Blomet, pour ne pas citer. Et donc ça nous rapproche. Et donc c'est intéressant d'avoir votre vision sur l'éducation, sur l'enseignement. Évidemment, vous êtes professeur de philosophie. Et ça, nous adorons aussi. Et j'en profite l'occasion pour dire que nous avons une association, oui, Monsieur Bellamy, de philosophie, Jardin. Nous philosophons. Donc voilà ce qui nous rapproche. Et donc vous dire que c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de vous accueillir. Et j'en profite aussi de l'occasion pour remercier évidemment l'excellente tribune, voilà, notamment la présidente Margot Chesson, bravo, toute l'équipe. Vous savez, Tribune existe depuis 1970 et c'est Jean-Pierre Raffarin, que vous connaissez bien, qui l'a créé, qui l'a initié, parce que Tribune fait vivre le débat. Alors, la grande différence, c'est qu'avec les tribunards ici, les jeunes, vous allez avoir des questions même mieux que Jean-Pierre Alcabache, c'est-à-dire des questions pertinentes et impertinentes. Donc, c'est là, vous voyez, à quoi vous allez vous attendre, Monsieur Bellamy. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente tribune. Merci beaucoup. Monsieur Bellamy, bonsoir et merci de nous faire l'honneur de votre présence ici ce soir à l'ESCP.
Peut-être n'êtes-vous pas sans savoir la tradition tribunarde consistant à dresser, en guise de prolégomène d'une conférence, le portrait sans retouche de son invité. Je laisse donc à votre discrétion le jugement des mots qui vont suivre. Ainsi donc, monsieur Bellamy, pour tous les béotiens qui vous pensent éponyme d'un roman de Guy de Maupassant, il me faut agir. Et je vous l'assure, certains m'ont dit, avant cette conférence, Bellamy, ah oui, je connais, on devait lire ça en 3e, mais j'avais lu la synthèse. Bon, ce soir, donc, je prendrai la vertu du pauvre R qui tente de faire sortir de leur caverne infâme ses amis les moins philosophes, les moins avertis. Et sûrement, n'êtes-vous pas sans savoir que ce pauvre R, chez Platon, elle ne reçoit pas vraiment l'aumône qu'il espérait. Mais peu importe, votre présence m'inspire ce soir un élan de charité, et je m'en vais reconquérir les terres lointaines de l'ignorance. Ce soir, pour votre sceau, je me fais humblement le porte-étendard. Ainsi êtes-vous avant tout professeur de philosophie, amoureux du verbe et du joli mot. Penseur invétéré de la primauté de l'esprit, vous êtes agrégé pour navrer les sophistes, et de votre fronde normalienne, vous êtes l'hérégie d'un David moderne. Vous combattez sans relâche les géants aux pieds d'argile, ceux-là même horrible Goliath qui porte le nom insupportable de la bêtise, de la corruption, de l'hubris, de l'orgueil et de l'ignorance. Mais qu'importe, vous choisissez le martyr. Un choix qui paraît évident lorsque l'on est versaillais. Ainsi, après être passé à Grandchamp et à Henri IV, où vous faites une prépa littéraire, vous intégrez l'ENS en 2005. Puis êtes-vous diplômé de l'université de Cambridge et enfin, en 2008, vient votre première heure de gloire, où vous obtenez votre agrégation de philosophie à l'université Paris-Sorbonne. Vous devenez par la suite professeur de philosophie dans différents lycées parisiens et même en prépa, Blomet. Vous empruntez donc bien vite l'humble robe professorale dans les pas de votre bien-aimée éducation nationale que vous ne manquerez pas, comme tout à chacun, de critiquer plus tard. Un jour, en 2013, alors que Secret Story bat tous les records, que des gens achètent encore des Fiat Multiplace sans y être forcés, que l'humanité se complaît à manger des lasagnes au cheval, Findus, et que Jérôme Cahuzac apprend qu'il possède un compte en Suisse, vous vous rendez compte que l'espèce humaine se résigne avec opiniâtreté à être de plus en plus déficiente. Et face aux misères de ce temps, vous lancez en 2013 les soirées de la philo, un cycle bimensuel de philo, ouvert à tous où vous traitez de sujets de philo. Ces soirées auront très vite un succès considérable et vous permettront de sauver une partie de l'humanité en lui faisant comprendre qu'elle ne doit savoir qu'une chose, qu'au fond, elle ne sait rien. Et ainsi, en guise de conclusion, êtes-vous un être sans tache, une figure fiable qui prône, ainsi qu'un helléniste, l'harmonie et la mesure. Vous êtes un sage, proche de ses valeurs chrétiennes et qui a l'apanage d'un grand serviteur, œuvrant humblement dans son coin pour l'intérêt commun, un simple philosophe, un esprit solide qui se refuse à toute malversation de la morale, au truchement de ses valeurs, au vice du mensonge et de la corruption. Vous êtes un homme politique. Monsieur Bellamy, je vous prie d'avance de bien vouloir excuser mon parler vulgaire. Mais en 2 mots, et si l'on devait vous décrire, vous êtes une anomalie. Mais revenons désormais un peu en arrière et dessinons doucement l'esquisse de vos débuts en politique et le galbe de votre programme. Jeune, très jeune même, vous sautez dans le grand bain de la réelle politique, et ce, dès 2006, date à laquelle vous rejoignez le cabinet du ministre Renaud de Vabre, où vous êtes jeune mousse du navire Les Républicains. Mais le grand tournant de votre vie, votre consécration, celle de la reconnaissance de vos pairs comme étant un lieutenant de la droite française, a lieu en 2008. À cette époque, vous devenez adjoint au maire de Versailles, François de Mazières, alors que vous n'avez que 23 ans. Et vous restez suzerain de ce monarque officieux jusqu'en 2019 pour une liste d'hiver droite. Concomitamment, de 2008 à 2009, vous êtes recruté apprenti droitard au cabinet Rachida Dati. En 2009, vous changez de cabinet pour devenir chargé de mission au cabinet Nathalie Kosciusko-Morizet. Entre-temps, la plume de votre stylo belle l'ami trépigne d'impatience. À défaut de n'avoir de barbe pour se faire philosophe, il vous faut au moins écrire. Ainsi fut dit, ainsi fut fait, et en 2014, vous dégainez enfin votre verve enflammé de son fourreau de bleu teinté. Vous publiez ainsi l'essai à succès intitulé « Les déshérités », en référence au livre de Pierre Bourdieu, paru 50 ans auparavant, « Les héritiers ». Vous y prenez le contre-pied de la pensée du sociologue et critiquez une rupture des générations et une crise de transmission. En quelque sorte, vous êtes à l'époque le petit poulain de la droite française. Solide sur les appuis, une bonne tête, bon chic, bon genre,
une première communion en poche, une agrégation de philo qui montre que vous êtes un politicien par conviction. Bref, dans la fan zone des droitards, on vous appelle Joe Lastar. Ainsi, en 2017, motivé par toute cette Bellamy mania, vous êtes prêt. Vous êtes enfin devenu ce David salvateur pour un peuple élu. David enfin se tient debout, agile et noble avec sa jambe de statue, prêt à abattre les Goliaths de gauche et du centre. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, on aperçoit déjà une fougue audacieuse. Le jeune premier s'en va donc pour gagner aux élections législatives des Yvelines en 2017 pour le parti LR. Un éclair, puis la nuit, fugitif suffrage. Vous êtes battu de très peu par vos adversaires LREM. Pour vous, c'est la douche froide. Pire que la Bérésina, David est en sueur, la petite bête n'a pas bouffé la grosse. Fort heureusement, êtes-vous un Hercule, un Samson, que disent. Vous êtes un Benoît Saint-Denis, et de cette mauvaise fortune, vous vous accommodez pour mieux repartir. Promptement, en 2018, vous rendez publique la création de votre propre mouvement politique qui porte le nom « Unis pour servir ». Le jeune premier se fait veneur pour mieux venir servir ce qu'il croisera dans la fosse au lion. Il est là, il se tient prêt à servir son pays en vue des élections 2022. En 2018, vous écrivez un nouvel essai intitulé « Demeure ». Vous y dessinez une critique de ce qui constitue la nouvelle ère moderne, le progrès à outrance. Vous proposez plutôt de préserver dans le présent ce qu'il y a de meilleur. En 2019, tout s'accélère. François-Xavier Bellamy adhère finalement au parti LR, ce qui lui permettra rapidement d'accéder à la tête des listes européennes, à la tête des listes des européennes. Dans sa campagne, le discret professeur de philosophie crée peut-être la seule grosse polémique de sa vie en affirmant son opposition à la banalisation de l'IVG. Votre programme est simple. Moi, eurodéputé, j'agirai au nom de l'intérêt public. Et si je devais développer quelque peu la teneur de vos sujets de prédilection, il ne me serait guère difficile de citer la défense des valeurs, de la civilisation et des traditions chrétiennes de l'Europe. De même, la France vous trouvera fort mari lorsqu'elle fit le choix d'adopter certaines lois. En société, vous dénoncez une décadence grandissante. Pour vous, l'éthique est un devoir et à qui le droit doit s'obliger. Et la famille, un intouchable duquel nous devons structurer. À l'issue de cette campagne, vous, monsieur Bellamy, réussissez à vous empanacher d'un voile bleu orné de 27 étoiles, le tout auréolé d'une couronne de laurier. Vous devenez enfin député européen. Dans le fiasco de LR, vous faites figure de stabilité. En 2022, lorsque vous êtes conseiller spécial de Mme Pécresse, vous vous rapprochez de M. Zemmour à qui vous donnerez votre parrainage pour éviter, je cite, « une crise démocratique majeure ». Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, vous demeurez. Aujourd'hui, M. Bellamy, et je finirai sur ces mots, le philosophe politicien que vous êtes est pressenti comme étant le nouveau chef de file de LR aux élections européennes pour aller décrocher, une nouvelle fois, un siège au Parlement de Strasbourg. Ainsi, votre campagne du moment n'est pas lancée et aucun candidat aux européennes n'a été désigné par votre chef de parti. Mais qu'importe, si ce n'est quelques votes, nous verrons si ce soir, vous gagnerez quelques cœurs. Merci. Tout d'abord, souhaitez-vous réagir sur le portrait de Mayol ? C'est de très loin la première fois de ma vie que ma modeste biographie se trouve associée à Secret Story. Je ne sais pas comment vous avez réussi cette performance incroyable. Non, mais merci pour ce portrait. Vous devriez faire de la politique parce que vous m'avez dit en rentrant dans cette pièce, on va bien rire et la promesse est tenue. Donc c'est un bon début pour commencer une campagne. Donc félicitations, merci pour ce portrait. Je suis très touché que vous ayez consacré autant d'attention à mon modeste parcours. Peut-être, on y reviendra, peut-être certains éléments pourraient être, puisque vous parliez d'un portrait sans retouche, pourraient être légèrement retouchés, mais en tous les cas, c'est une belle entrée en matière. Et maintenant, avec un début marqué par tant de panache, je ne peux que vous décevoir, donc je vais essayer de vous décevoir le moins mal possible. Merci beaucoup.
Monsieur, vous êtes diplômé de l'ENS, de la rue d'Ulm, vous êtes agrégé de philosophie et vous animez bénévolement le lundi soir des conférences philosophiques au sein de l'association Philia. En quoi la philosophie vous permet-elle de penser et d'agir en politique? Et pensez-vous que l'esprit philosophique que vous avez pu forger durant votre carrière manque en politique et notamment dans les débats? Alors, je voudrais commencer par vous remercier pour votre accueil, pour votre invitation et pour le moment qu'on peut partager ensemble. C'est vraiment une grande chance pour moi de revenir devant des étudiants, ce qui a été mon métier pendant des années et qui, j'espère, le redeviendra un jour, je n'en doute pas. Monsieur le directeur général, merci beaucoup pour votre présence et c'est l'occasion de vous dire toutes mes félicitations pour ce classement magnifique qui honore le SCP, mais au-delà de l'ESCP, qui montre surtout que notre pays peut encore compter sur une relève qui demain viendra servir, parce que je crois en effet que c'est ce qui doit tous nous inspirer, pas seulement ceux qui s'engagent dans la vie publique, mais aussi ceux qui rentreront demain dans des entreprises, ceux qui rentreront demain dans le secteur privé, dans des associations, dans des ONG, dans tous les parcours qui se dessineront devant vous. Je crois que nous devons avoir un objectif unique dans le moment de crise que notre pays traverse, c'est celui de servir quelque chose qui nous précède et qui nous dépasse et qui mérite d'être transmis aux générations qui viendront. C'est aussi le sens de l'engagement que j'ai vécu en enseignant la philosophie. Le métier de la transmission est d'abord le résultat d'un acte de reconnaissance. Nous ne sommes pas les auteurs de nous-mêmes. Nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui et notre liberté d'aujourd'hui, nous le devons d'abord à ce qui nous a précédés. Et je suis devenu professeur parce que j'avais eu la chance d'être un élève et comme un élève, comme un étudiant, la chance de vivre à travers la philosophie, ce qui a été pour moi une forme de révélation, de découverte intellectuelle extraordinaire. La sortie de la caverne que vous évoquiez tout à l'heure, j'espère que redescendant dans la caverne, vous n'y subirez pas le même sort que le pauvre Socrate, puisque c'est de lui qu'il s'agit en réalité dans l'allégorie de Platon. Je suis devenu professeur pour pouvoir partager avec les étudiants que j'ai rencontrés pendant mes 11 ans d'enseignement, pour pouvoir partager cette révélation extraordinaire que la philosophie avait été pour moi et que je continue de vivre avec les soirées de la philo. Est-ce que la philosophie peut aider dans le monde politique aujourd'hui? Oui, c'est une certitude. À titre purement personnel, évidemment, je crois que elle est d'un grand secours pour moi. D'abord parce que la philosophie, Husserl disait, la philosophie, c'est essentiellement une méthode d'approche des problèmes. La philosophie, c'est un exercice de la question, une manière de se confronter avec des questions dont on sait déjà que par principe, elles sont trop difficiles pour que nous puissions leur apporter une réponse définitive. Et finalement, l'exercice de l'étudiant en philosophie consiste à se trouver régulièrement dans des samedis matins glacés, devant des copies blanches vertigineuses face à des sujets difficilement déchiffrables. En réalité, c'est la même expérience que je vis aussi dans le métier politique, je dirais. On se trouve confronté à des questions auxquelles on ne peut pas prétendre avoir de réponse définitive, et nous avons pourtant le devoir d'en faire quelque chose et de faire de cette rencontre avec les questions qui se présentent à nous, avec humilité et amour, en effet, de faire de ces questions l'occasion d'une réflexion qui nous conduise à un choix. Parce que la politique, c'est d'abord ça, ça veut dire apprendre à rendre à une communauté civique, pour un temps donné, le service de la décision, faire des choix, voter, prendre des positions, défendre une ligne, défendre des idées. Ça veut dire regarder avec cette humilité indispensable, mais aussi avec cet effort d'engagement, regarder les questions de notre temps qui sont complexes et difficiles et essayer d'en faire quelque chose. Et de ce point de vue-là, oui, la philosophie comme méthode d'approche des problèmes a peut-être quelque chose à dire à la politique aujourd'hui, dans un monde où, sans doute, ce qui fait le plus grand mal au débat public, c'est les certitudes trop faciles, la superficialité des opinions installées, la polarisation et le schématisme avec lequel les questions sont abordées. Pour la philosophie, il y a un grand danger, ça n'est pas de ne pas savoir, mais c'est de croire qu'on sait. Et c'est la raison de cette formule que vous citiez également, qui veut qu'on commence à philosopher en admettant son ignorance. Je crois que la politique gagnerait beaucoup si les responsables publics étaient capables aujourd'hui
Et si nous tous, d'ailleurs, comme citoyens, nous étions capables, plutôt que de marteler des certitudes très fragiles, d'essayer de commencer par comprendre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, de les regarder lucidement pour pouvoir défendre avec plus de profondeur et de sérieux les solutions dont nous avons besoin pour préparer notre avenir. On connaît la distinction de Max Weber entre le savant et le politique. Vous êtes à la C'est là fois... qu'on voit qu'on est à l'ESCP quand même. Hein. Parce qu'une phrase qui commence par « on connaît la distinction de Max Weber ». Donc vous êtes à la fois un homme politique et un philosophe. Pour vous, est-ce qu'un bon politique est aussi un savant, notamment si l'on pense aux grands hommes qui ont façonné la France et qui ont soit eu une connaissance très fine de l'histoire ou qui ont été aussi des grands hommes de lettres? Oui, certainement. Je pense que le général de Gaulle disait « la culture générale, c'est l'école du commandement ». Et je crois qu'en effet, on peut devenir un politique sérieux, mais en ce sens, nous le sommes tous. On peut devenir un citoyen sérieux par le chemin de la culture. Et c'est d'ailleurs, on y reviendra peut-être, mais c'est d'ailleurs la principale inquiétude que j'ai pour la vie de notre démocratie, c'est que l'inculture rend la démocratie impossible. Un peuple démocratique suppose d'abord des conditions de possibilité. On n'est pas une démocratie uniquement parce qu'il y a des élections. Il y a des élections régulièrement en Corée du Nord. Ça ne fait pas de la Corée du Nord une très grande démocratie. Et la démocratie ne tient pas seulement dans le fait qu'on soit appelé régulièrement à mettre un bulletin dans une urne. Pour qu'il y ait une démocratie, il faut que les citoyens puissent décider librement de leur destin. Et pour qu'ils puissent décider librement de leur destin, encore faut-il qu'ils aient en eux-mêmes la possibilité de la liberté. Et cette possibilité, elle naît d'abord par la culture, par la connaissance, par le savoir. Comment pouvez-vous vous prononcer librement si vous ne savez rien des enjeux auxquels votre pays est confronté? Comment pouvez-vous être un citoyen libre et éclairé si vous avez par exemple du mal à lire? Eh bien aujourd'hui, on vit dans un pays, et ça c'est la plus grande injustice qui marque notre pays, on vit dans un pays où entre 18 et 22% des jeunes Français chaque année sont considérés par l'éducation nationale elle-même comme en grande difficulté dans la maîtrise de la lecture. Et qui sont par là, pas par leur faute, mais par la nôtre, par celle de notre système éducatif, privés non seulement de leur chance d'avenir professionnel, de leur chance d'accéder à des métiers qui leur permettent de vivre correctement de leur travail, mais privés aussi de leur capacité d'être des citoyens de manière pleine et entière, de participer pleinement, de façon libre et éclairée à la vie de la cité. Donc oui, je pense que pour être un bon politique, et en ce sens, encore une fois, nous sommes tous engagés en politique, pour être un citoyen vraiment libre et responsable, il faut pouvoir passer par la culture. Ça ne veut pas dire pour autant que les politiques soient d'abord des savants. Et je crois à la distinction webérienne. Je pense qu'elle est très importante. Je crois qu'on ferait une grande erreur en imaginant que le bon politique est d'abord un expert, quelqu'un qui sait à la place des gens. Le bon politique, encore une fois, c'est celui qui est capable de cultiver l'exercice du discernement et par ce travail de discernement, de rendre à la société le service d'une position claire, d'une ligne de conduite qui soit cohérente et constante. Ça ne veut pas dire pour autant que le politique soit omniscient. La philosophie a décrit la politique par des chemins très différents et le grand débat de la philosophie politique a commencé dès l'Antiquité grecque et s'est poursuivi pendant les siècles qui ont suivi. Le grand débat, c'est celui qui oppose Platon à Aristote. Platon, pour être extrêmement schématique, Platon pense que le peuple est essentiellement déraison. Le peuple est fou, toujours fou. C'est le propre du peuple que la folie. Le propre du peuple, c'est de verser dans l'opinion commune, dans l'illusion de regarder Secret Story et d'acheter des Fiat à 5 places sans y avoir été contraint. Mais ça, c'est le phénomène évident pour Platon, que le peuple restera toujours du côté de la passion et donc de la déraison. Et donc le peuple a besoin d'être conduit, lui qui est fou, par un sage, par celui qui sait, par le savant, comme vous le disiez. Et le moins fou de la cité, le plus sage qui soit, c'est évidemment le philosophe. Et c'est la raison pour laquelle il faut que le philosophe soit roi. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut que le philosophe se présente à des élections, parce que comme le peuple est fou, il n'élira jamais le sage. Donc il faut que le fou soit conduit par le sage malgré lui. Et c'est ce qui fait que la cité idéale de Platon, comme l'avait dit Karl Popper, est finalement la plus grande matrice du totalitarisme. C'est qu'il faut raconter un grand mensonge au peuple pour qu'il accepte d'être conduit pour son bien par celui qui sait.
Moi, je ne crois pas du tout à cette idée-là. Je ne crois pas que le politique se distingue par le fait d'être un savant qui dirige des ignorants. Je pense, au contraire, comme Aristote, qui était l'élève de Platon, mais son plus grand contradicteur, je pense que, c'est le point de départ de la métaphysique d'Aristote, tout homme par nature désire savoir. Il y a une inclination spontanée de l'esprit humain vers le vrai, et que par conséquent, si on permet à un peuple d'accéder à la connaissance, à la culture, alors les décisions collectives, à travers la démocratie, auront plus de chances d'être justes que celles d'un seul individu. Si vous pensez avoir raison seul contre tous, dit en substance Aristote, c'est possible que ce soit le cas, mais le premier réflexe à avoir, c'est de vous inquiéter de vous-même. Parce que si vous pensez avoir raison seul contre tous, seul contre cette espèce de tropisme du vrai qu'on appelle le bon sens, eh bien, encore une fois, il est possible, certains individus parfois dans l'histoire ont vu la vérité que personne d'autre ne voyait, mais généralement quand même, le peuple, le grand nombre a une intuition du vrai. Et donc, il y a plus de sens à chercher ensemble la vérité à travers la démocratie qu'à vouloir qu'un savant dirige tout seul une multitude d'ignorants. Et les grandes erreurs historiques ont plutôt été faites par des pouvoirs ultra-centralisateurs, par des Jupiters solitaires qui pensent savoir mieux que tout le monde, que par des peuples démocratiques qui sont finalement capables, même quand ils font des erreurs, de corriger leurs erreurs. Vous venez de mentionner que le système scolaire est défaillant et qu'on assiste à un manque de connaissances. Et c'est vrai qu'on constate actuellement une baisse du niveau scolaire. Et pour autant, le nombre de personnes reçues au baccalauréat est en constante hausse. Selon vous, quelles en sont les origines? Il s'agirait d'un manque de professeurs? Y aurait-il trop d'élèves par classe? Ou c'est un problème bien plus général? Je pense que le problème est bien plus profond. Dans l'éducation nationale, il y a certainement des problèmes de méthode, des problèmes de structure, des réformes à faire, des moyens à mieux allouer. Enfin, aujourd'hui, si vous regardez bien, le caractère propre de l'éducation nationale française n'est pas qu'elle manque de moyens. Les statistiques, effectivement, montrent toutes que la situation de l'école est critique, et même si personne ne voulait le reconnaître il y a encore quelques années, cette évidence s'est imposée, notamment à travers les comparaisons internationales. C'est quand même, je crois, quelque chose qui devrait tous nous révolter, qui devrait même nous empêcher de dormir, que nous en arrivions à un tel résultat aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, entre 18 et 22% des jeunes Français sont en grande difficulté de lecture. Le ministre de l'Éducation nationale publiait il y a 15 jours les résultats des évaluations nationales qui montrent que, d'après ce qu'il disait lui-même, plus de 50% des élèves de 4e ont de grandes difficultés de lecture. En mathématiques, la situation est presque plus inquiétante encore, si c'est possible. L'enquête Teams qui compare les niveaux des élèves en mathématiques dans l'OCDE a montré, il y a 1 an et demi, que nos élèves sont les derniers d'Europe, les derniers de toute l'Europe. Il y a un moment où le coq gaulois en nous devrait se réveiller. On a tous très mal vécu l'élimination de l'équipe de France de rugby dans la dernière compétition mondiale, mais le fait est que je trouve que notre orgueil national ne se réveille pas assez quand nous apprenons que nous sommes les derniers d'Europe en mathématiques. Est-ce que c'est un problème de moyens? Bien sûr que non. Nous sommes derrière tous les pays européens. Au plan de l'OCDE, on est derrière la Géorgie, on est derrière le Kazakhstan, on est derrière l'Azerbaïdjan. En réalité, ces pays-là n'ont pas les moyens dont la France dispose, qui est, rappelons-le quand même du point de vue du contribuable, il y a quand même un problème majeur. La France, c'est le pays qui a les prélèvements obligatoires les plus élevés de tout l'OCDE, et l'éducation nationale est le premier budget de l'État. Vous mettez tout ça ensemble, vous arrivez à un résultat aussi désastreux. Il n'y a pas une entreprise privée qui continuerait de fonctionner après un échec comme celui-là. Donc, il faudrait qu'on se réveille enfin. Ce n'est pas un problème de moyens. Bien sûr, il faudrait réaffecter les moyens, réorganiser la structure de l'éducation nationale, mais le vrai problème de fond, c'est le problème de la finalité, c'est le problème du projet. Et en fait, c'est ça auquel les professeurs sont confrontés tous les jours. J'ai vécu dans ma formation d'enseignant le fait que le cœur de notre formation était structuré autour de l'idée qu'il ne fallait surtout pas transmettre des connaissances. Parce que si vous transmettez des connaissances à vos élèves, ça veut dire que vous les considérez comme des ignorants. Vous les placez dans la posture de récepteurs passifs. Vous les condamnez à faire descendre... vous faites descendre vers eux votre supposé savoir
et vous les enfermez dans une position de violence symbolique terrible. Pour le dire autrement, la situation que l'éducation nationale aurait voulu abolir absolument, c'est celle que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que nous sommes en face de vous, nous avons un micro et vous n'en avez pas. Et donc, vous êtes condamnés à écouter ce que nous disons avec notre supposée autorité de sachant. Et d'ailleurs, on nous a même mis sur cet objet terrifiant qui s'appelle une estrade, ce qui fait que nous surplombons la situation. Et c'est l'occasion de vous demander pardon pour toute cette violence symbolique que nous sommes en train de vous infliger, dont j'espère vous n'allez pas sortir traumatisés. C'était le cœur du propos. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas s'étonner qu'on soit arrivé au résultat qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, le vrai sujet aujourd'hui, c'est de réaffirmer la mission de l'école, de redire quel est son travail, et de redire quel est le travail des professeurs, de rendre aux professeurs, aux instituteurs, leur métier. C'est ça l'urgence absolue pour sortir de la crise que nous connaissons aujourd'hui, qui est, je le répète, vraiment une crise existentielle pour l'avenir du pays. Vous avez déclaré, il y a 2 semaines, aux rencontres de l'avenir, que la France est en état d'urgence éducative. Comment sortir de cet état d'urgence? Je pense notamment à une proposition de Éric Ciotti, qui a proposé de remettre un examen à l'entrée du collège, Gabriel Attal, qui propose des classes de niveau et de se recentrer sur les fondamentaux. Qu'est-ce que vous feriez en tant que ministre de l'Éducation ? Je partage le constat que l'urgence, c'est de concentrer l'école, encore une fois, sur sa mission. Et la mission de l'école, c'est d'instruire, c'est de transmettre des savoirs. Bien sûr, en instruisant, elle éduque. Bien sûr, en instruisant, elle fait beaucoup plus qu'instruire. Mais c'est en instruisant qu'elle peut parvenir à remplir toutes ses missions. Aujourd'hui, la société demande à peu près tout et n'importe quoi à l'école. Voilà, je pense on est... maintenant, je dois assumer que je deviens vieux, c'est terrible. Je ne peux plus dire qu'on est de la même génération. On a quelques années d'écart. Mais enfin, on a tous vécu à l'école le fait qu'en effet, l'école est devenue le lieu où on voudrait finalement réussir tout ce que la société ne parvient pas à accomplir dans le reste de toutes les missions qui peuvent être imposées aujourd'hui au monde éducatif. On demande à l'école que les élèves deviennent des citoyens éco-responsables, qu'ils apprennent la sécurité routière, qu'ils soient des piétons vigilants, qu'ils luttent contre le sexisme, qu'ils déconstruisent les stéréotypes. Bref, l'école est chargée d'à peu près toutes les fonctions possibles, mais on lui retire ce par quoi elle peut réussir tout le reste, c'est-à-dire la transmission des connaissances. Et donc tout concentrer sur l'enseignement, en effet, des matières fondamentales. Une chose toute simple, par exemple, concentrer la moitié du temps scolaire dans tout l'enseignement primaire à la lecture, à l'écriture, aux mathématiques. Parce que tout le reste en découle. Quand vous êtes professeur de philosophie, comment est-ce que vous voulez faire correctement votre travail quand vous avez devant vous, et ça m'est arrivé, des classes où la moitié des élèves ont du mal à lire? Et je vous dis ça à vous, c'est très important que vous le sachiez, parce que je suppose que vous êtes ici plutôt, globalement, des héritiers. Et ce n'est pas un reproche que je vous fais. C'était mon cas à moi aussi. J'ai découvert la réalité de la crise de l'école en devenant professeur. La vérité de cette crise, c'est l'injustice qui la caractérise. Parce que, dernière statistique que je cite pour éviter que vous sortiez inutilement déprimés de cette soirée, mais la dernière statistique qui me paraît être essentielle, c'est que la France a le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. C'est-à-dire celui dans lequel le parcours scolaire d'un élève est le plus directement corrélé à son milieu social d'origine. Moi, je viens d'une famille où, effectivement, on n'était pas forcément dans les catégories des Français les plus riches, mais ma maman était prof de français. On m'a mis l'anthologie de la poésie française de Pompidou dans les mains quand j'avais 8 ans. Je vois que vous aussi, probablement. Bref, j'ai beaucoup reçu du milieu dans lequel j'ai grandi, des établissements où j'ai eu la chance d'apprendre. Et j'ai découvert seulement en devenant professeur que tout le monde n'avait pas eu ma chance. Si vous êtes ici à l'ESCP aujourd'hui, c'est probablement que vous êtes du côté, comme moi, de ceux qui ont eu de la chance. Et moi, j'ai été professeur dans des endroits où une filière sélective, ça s'appelle un IUT. Mais les prépas, ça n'existe même pas. On ne connaît même pas l'existence du concept de la prépa. J'ai été professeur dans des classes où, effectivement, la moitié des élèves avaient du mal à lire correctement le français. Et quand je vois aujourd'hui des parlementaires, des ministres, des journalistes, des chefs d'entreprise, beaucoup me disent « Non, mais vous exagérez quand même. C'est pas si terrible que ça, la situation de l'école. Moi, je vois, par exemple, mon fils, ma fille, mes petits-enfants, ils sont passés par Henri IV, ils ont fait Polytechnique. Ça marche encore, quand même, l'école. Évidemment, oui. Pour les enfants de ministres, ça marche très correctement.
Ça ne marche pas aussi bien qu'avant, même pour les enfants des milieux les plus favorisés, parce que le niveau a baissé même pour ceux qui sont les meilleurs aujourd'hui. Mais effectivement, il y a encore en France des meilleurs. Et si on veut se rassurer, on peut regarder les promos de l'ESCP. Ça existe, bien sûr, vous êtes là, vous êtes très bons. Et vous allez faire de très belles choses. Mais le fait est que, encore une fois, aujourd'hui, il y a des gens, même parmi ceux qui auraient pu être les meilleurs de leur génération, qui n'auront aucune chance de rentrer à l'ESCP, parce qu'en CP, on ne leur a pas appris à lire correctement. Et vous avez beau être le plus talentueux, si vous n'avez jamais appris à lire correctement, vous traînerez ça toute votre vie. C'est un fait. Donc, je crois qu'il faut regarder cette réalité en face, et je ne vous dis pas ça pour vous culpabiliser, encore une fois, mais pour qu'on se sente tous responsables. Parce que la crise de l'école, c'est notre devoir de mettre fin à cette injustice. La crise de l'école, c'est notre devoir de mettre fin à ce qui risque demain de fragiliser notre pays tout entier. Et donc, je ne sais plus quelle était votre question, mais c'est la réponse que j'apporte à cette question très importante. La question, c'était comment on se sort de là. Oui, on se sort de là, effectivement, en reconcentrant l'école sur la transmission des savoirs fondamentaux. C'est absolument décisif. Vous demandiez tout à l'heure comment ça se fait qu'on n'a jamais eu autant de jeunes qui ont le bac et en même temps, le niveau n'a jamais été aussi fragilisé. Mais parce qu'encore une fois, quand vous corrigez le bac, ça m'est arrivé. Quand vous corrigez le bac, vous avez des piles de copies qui viennent d'établissements scolaires qui peuvent être très différents. Mais votre pile de copies, elle contient les copies qui viennent d'un établissement scolaire. Et donc, si vous avez une pile de copies qui vient effectivement d'un grand lycée de centre-ville, vous allez corriger des copies entre elles en les comparant. Une notation, c'est toujours, quoi qu'il en soit, une manière de comparer. Si vous corrigez des copies qui viennent de l'établissement le plus déshérité et le plus en difficulté, là aussi, vous n'allez pas mettre une mauvaise note à tout le monde. Quand vous avez une idée, quand vous avez quelque chose qui ressemble à un éclair de génie, même si il faut déchiffrer phonétiquement la copie, voilà, par définition, de toute façon, à la fin, en plus, la vérité, tous les professeurs la connaissent, c'est qu'on vous demande votre moyenne, si elle est trop basse, on vous la corrige d'office. Sauf en philosophie, parce que les profs de philo ont mauvais caractère. Et c'est ce qui fait que, d'ailleurs, la philosophie a les pires moyennes au bac chaque année. C'est structurel. Mais dans les autres disciplines, prenez en français, par exemple, les notes sont relevées d'office si les professeurs notent trop bas. Donc, le fait est que moi, j'ai corrigé les copies de bac en les lisant à voix haute pour réussir à comprendre ce qu'il y avait dans la copie. Et en disant ça, je ne veux pas du tout faire de l'ironie sur les élèves que j'avais en face de moi. Ils ne sont pas les responsables de cette crise. Ils sont les victimes. Je me rappelle d'une copie de bac, j'avais été obligé de lire 3 fois la phrase, sans ponctuation bien sûr, et dont l'orthographe était absolument phonétique. Et du coup, c'était difficile de repérer la syntaxe au milieu d'une formulation qui avait quelque chose de chaotique. Je suis resté marqué par cette formule. J'étais avec ma meuf, ma copine quoi. Et alors en fait, donc il fallait lire la phrase pour comprendre, vous voyez, parce que quand vous lisez, vous entendez la phrase « j'étais avec ma meuf, ma copine quoi ». Mais si vous ne la lisez pas, vous avez du mal à comprendre le sens de l'expression. C'était une copie de baccalauréat. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui. Et le bac est devenu en France un gigantesque mensonge d'État. Parce que le bac est théoriquement l'entrée dans le premier grade universitaire, c'est l'entrée à l'université. Mais en réalité, le bac a perdu toute signification véritable. Et donc oui, il faut redonner du sens aux examens, mais pour ça, il faut d'abord commencer par redonner à tous les élèves les moyens de les passer en ayant la chance d'accomplir leur propre talent. Parlons désormais d'un autre thème qui est toujours aussi un peu pessimiste. Certains affirment que l'Europe est en crise depuis maintenant quelques années. Quels sont, selon vous, les principaux défis à relever pour l'Union européenne ? Certains affirment que ça ? Non, j'y crois pas. Ça va très bien, l'Europe. Il n'y a vraiment pas de crise du tout. Bien sûr, évidemment, l'Europe traverse une crise absolue. Enfin, la question est, certains disent-ils que l'Europe n'est pas en crise ? Je ne sais pas si ça existe. Peut-être quelques macronistes qui sont persuadés qu'il faut absolument dire que tout va bien pour continuer de recevoir des brevets de politique pro-européenne. Non, le fait est qu'évidemment, l'Europe traverse une crise très profonde et que cette crise, en réalité, engage notre destin maintenant. Le président des États-Unis a dit récemment que l'avenir du monde allait se jouer dans les 3 prochaines années. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez vrai dans les défis politiques qui sont devant nous. L'Europe traverse une crise profonde parce que pendant des années, par naïveté, peut-être aussi par passivité, n'ayant pas peur de le dire, par une forme de paresse,
nous nous sommes laissés déposséder des moyens de maîtriser notre histoire. Et au fond, le mandat qu'on a connu a été l'occasion de réveils salutaires. En 2019, nous avons fait campagne avec la famille politique que je représente, avec les Républicains. On a fait campagne tous ensemble avec Guilhem Carayon, qui est ici d'ailleurs ce soir, qui est le président des Jeunes Républicains. Et c'est un grand honneur de l'avoir dans la salle avec moi ce soir pour représenter notre famille politique. On avait fait campagne pour dire que le grand défi pour l'Europe, c'était de réapprendre à produire ce dont elle avait besoin. On avait fait campagne aussi, bien sûr, sur le fait que l'Europe avait besoin de retrouver son sens, son identité. Mais finalement, c'est la même chose, en fait. Cette fatigue, cette paresse, c'était l'idée que l'Europe était le continent de la sortie de l'histoire, le continent qui rêvait de la fin de l'histoire, le continent qui rêvait de la mondialisation heureuse, du village global, qui rêvait de se dissoudre dans l'horizon merveilleux promis aux consommateurs que nous sommes tous, et qui n'aurait plus pour préoccupation que de recevoir au moindre prix le produit de la technologie la plus avancée, d'où qu'il vienne dans le reste du monde. C'était le continent qui rêvait de ce que Francis Fukuyama appelait la victoire du magnétoscope. Tout cela est déjà un peu daté. Mais ça avait été le grand rêve, bien sûr, le rêve de la fin de l'histoire. Et c'est pour ça, oui, qu'on a parlé de civilisation. Peut-être d'une manière moins caricaturale que certains voudraient bien le dire, mais je crois qu'il faut que l'Europe redécouvre ce qu'elle est et ce dont elle est le nom. Et que l'Europe réapprenne non pas seulement quelle est son identité, quel est son passé, mais qu'elle retrouve aussi les moyens d'écrire elle-même son avenir. Et donc, réapprendre à produire ce dont nous avons besoin. C'était notre grand message de 2019, et de fait, il s'est confirmé pendant le mandat, parce qu'on a découvert, à l'époque, je rappelle, le président de la République disait que le protectionnisme, c'est la guerre. Donc on était toujours, chez Emmanuel Macron, dans la grande idée, justement, de la mondialisation heureuse. Mais on a découvert avec le Covid ce que ça voulait dire de devoir aller mendier sur le tarmac des aéroports chinois les masques, les blouses pour nos infirmières quand la crise commençait tout juste. On a découvert, avec la guerre en Ukraine, que nos forces armées ont 3 jours de munitions pour tenir une guerre de haute intensité. Et donc, tous les moments géopolitiques majeurs que nous aurons vécus au cours des dernières années doivent nous réveiller sur la nécessité de produire ce dont nous avons besoin, de ne pas dépendre de ces continents qui avaient assumé pour nous la tâche du travail que nous ne voulions plus faire. Et ça veut dire que pour un continent comme l'Europe, si on veut relever les grands défis géopolitiques qui sont devant nous, si on veut pouvoir défendre nos principes démocratiques, si on veut rester des sociétés libres et ne pas dépendre des États autoritaires qui nous vendent aujourd'hui notre énergie, qui nous vendent aujourd'hui les biens industriels les plus nécessaires à notre économie, qui pourraient demain nous vendre notre alimentation si on ne se réveille pas maintenant, si on veut rester des pays libres, alors la clé, c'est non pas de spéculer sur le droit à la paresse, comme le fait une certaine gauche, mais c'est au contraire de retrouver le sens du travail, qui a été le camp de la gauche, mais qu'elle a aujourd'hui, comme je pense malheureusement beaucoup dans la classe politique, déserté. Défendre le travail, retrouver le sens du travail. La génération que je représente comme la vôtre, je pense qu'on peut avoir une certitude en commun, c'est qu'on ne pourra pas retrouver les moyens d'écrire nous-mêmes notre histoire si on ne décide pas de se retrousser les manches. Ça va être des défis immenses devant nous. Et moi, je suis persuadé qu'on a de quoi relever ces défis. Mais encore une fois, l'Europe ne pourra sortir de la crise que si elle s'en donne les moyens. Tout ce qui a de la valeur a du prix, et on ne peut pas rester un pays libre si on n'est pas prêt à en assumer le coût. En France, il semble qu'il y ait une division intrinsèque sur la vision de l'Europe. Donc, avec la vision de Gaulle sur une Europe des nations, d'une part, et d'autre part, une Europe avec un super État centralisateur, donc avec Jean Monnet. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est Jean Monnet qui a gagné la bataille de l'Europe? Et est-ce qu'on a assisté, dans le processus de la construction européenne, à une sorte de confiscation de la démocratie,
avec un référendum donc en 2005 où c'est le non qui a triomphé, et que 2 ans plus tard, on voit le vote du traité de Lisbonne en 2007 avec un processus législatif adopté au Congrès. Alors, le traité de Lisbonne n'était pas la même chose que le traité pour une constitution européenne de 2005. Moi, c'était le premier vote de ma vie, le traité sur la constitution européenne, et j'ai voté non. Et j'ai voté non parce que je ne crois pas au rêve fédéraliste. Mais le traité de Lisbonne n'a pas imposé une Europe fédérale. Il est juste, d'une certaine manière, un compromis mal construit. Il fallait faire, sans doute, un pas pour résoudre les problèmes institutionnels évidents que l'Union européenne connaissait à cette époque. Mais ce compromis est bancal et maintenant, il faut le corriger. Et la grande question va être dans quelle direction aller. Il faudra une réforme des traités. C'est impossible autrement parce que la décision européenne, aujourd'hui, le processus même de décision ne fonctionne pas comme il devrait. Il faudra une réforme des traités et la grande question sera dans quelle décision aller. Est-ce que Jean Monnet a gagné ? D'une certaine manière, la doctrine Monnet, oui, s'est imposée dans les institutions européennes. On l'a vu d'ailleurs à l'occasion des étapes qu'on vient de connaître. La grande doctrine de Jean Monnet, c'était notamment que l'Europe progresse par les crises. Quand une crise survient, on fait des choix qui contribuent à l'intégration européenne. Et c'est une doctrine qui finalement assume de faire l'Europe sans les peuples européens, de faire l'Europe même parfois contre les peuples européens. Quand la crise du Covid est arrivée, on a dit la catastrophe, toutes les économies européennes sont à l'arrêt, il faut absolument faire un plan de relance européen. Il faut un grand plan pour créer un endettement commun en Europe, pour aller lever de l'argent ensemble sur les marchés. On n'en avait pas besoin. Parce que tous les États membres de l'Union européenne pouvaient aller s'endetter sur les marchés. Aucun d'entre eux n'avait des problèmes d'accès au crédit. Et le fait est que la Commission européenne a levé un emprunt dont le taux était supérieur à celui de la plupart des pays européens, y compris des pays les plus endettés comme l'Espagne ou la France. Donc on n'en avait pas besoin. Mais on s'est dit, une crise, une étape de l'intégration européenne. En levant un emprunt commun, on va pouvoir renforcer l'intégration budgétaire. C'était le grand souhait d'Emmanuel Macron. C'est indéniablement une victoire politique d'Emmanuel Macron parce qu'il a arraché cet endettement commun aux Allemands qui n'en voulaient pas et il a saisi l'occasion de cette crise pour pouvoir faire prévaloir cet agenda. Mais pour moi, c'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire. D'abord parce qu'on ne sait pas comment rembourser cet emprunt. On s'est tous mis d'accord autour de la table. Les chefs d'État et de gouvernement se sont tous mis d'accord pour signer un emprunt et donc pour percevoir de l'argent levé par la Commission européenne. Mais dans cet accord, il n'y a pas la plus petite trace d'un engagement sur les conditions de remboursement de cet emprunt. Et donc maintenant, on se retrouve évidemment devant le problème. Comme si vous alliez chez le banquier, vous disiez je veux lever de l'argent, mais par contre, non, on ne parle pas d'échéancier. On verra ça plus tard, d'accord ? Ça ne peut pas marcher. Donc on se retrouve devant une situation où on n'a évidemment pas les moyens dans le budget européen de rembourser cet emprunt. Les États membres ne veulent pas entendre parler de verser plus d'argent au budget européen. Et par ailleurs, ils ont raison, parce que pour le coup, les conditions de crédit maintenant se sont nettement resserrées, donc c'est beaucoup plus difficile de réussir à boucler un budget quand vous êtes aujourd'hui un État. Et donc, on voit bien le problème devant lequel on se retrouve placé. Et surtout, le grand problème, c'est que faire cet emprunt commun, ça n'allait pas sans une plus grande intégration budgétaire. C'est-à-dire que les États qui garantissent l'emprunt n'auraient jamais accepté que cet emprunt soit utilisé par des États très endettés sans leur demander des contreparties. Nous, on a souvent une relation assez compliquée avec l'Allemagne. C'est pas tellement un secret. On se dit que les Allemands sont les plus grands bénéficiaires de l'Europe, qui nous ont imposé leur euro parce que c'est la force de l'euro qui fait leur capacité à l'export. On a le sentiment que les Allemands dictent leurs lois, qu'ils fixent la règle, que c'est eux qui contrôlent tout. Mais les Allemands ont le sentiment que les Français sont les grands bénéficiaires de l'Union européenne. Parce que nous avons fait un débat interminable sur la retraite à 64 ans, 62 ans, 64. On partait de là. 64 ans, en Allemagne, ils sont en train de réfléchir à la retraite à 70. Et en Allemagne, les 35 heures, ça n'existe pas. Donc quand nos amis allemands
ont vu nos manifestations sur la réforme des retraites, mais pas seulement eux, tous les pays nordiques, etc., y compris d'ailleurs les socialistes allemands, nous disaient mais vous êtes fous. Et donc pour les Allemands, l'idée de faire un emprunt commun pour pouvoir sauver le système de retraite des Français, c'est-à-dire garantir par le travail du salarié allemand qui travaille de 19 à 69 ans, de 7h du matin à 7h du soir, garantir avec le travail du salarié allemand le système de retraite du salarié français, c'était évidemment intenable. Et c'est la raison pour laquelle les conditions de cet emprunt exigeaient des réformes structurelles dans les pays européens. Moi, j'étais favorable à cette réforme des retraites, mais je n'étais pas favorable au fait qu'elle soit imposée par les conditions d'un emprunt européen. Donc, il y a là un problème structurel. Vous ne pouvez pas faire l'Europe contre le souhait des citoyens. Et je termine par un point. La semaine dernière, on a voté à Strasbourg un texte assez révélateur de cet agenda qui me paraît être une dérive assez profonde. C'est un projet de réforme des traités qui est passé à très peu de choses près. Nous y sommes opposés, mais c'est un de nos grands éléments de désaccord avec les élus macronistes qui, eux, l'ont soutenu avec beaucoup de vigueur. Dans ce texte, il y a précisément un agenda profondément fédéraliste. L'idée que, par exemple, il faut supprimer l'unanimité de la décision au Conseil, c'est-à-dire l'unanimité de la décision des États membres sur tous les sujets, y compris sur des sujets budgétaires. Il faut que demain, l'Europe puisse déclencher de nouvelles ressources propres, c'est-à-dire de la fiscalité européenne, en dehors de la règle de l'unanimité. Donc que demain, à Bruxelles, on peut décider de créer un nouvel impôt sans que même le chef d'État français ait donné son accord pour cela. L'idée que des sujets aussi régaliens que la sécurité, la défense, les affaires étrangères ne doivent plus se décider à l'unanimité et doivent être de plus en plus confiés à l'échelle européenne. Cet agenda-là, je crois qu'il est profondément contraire à ce dont nous avons besoin. De même que celui que pousse Emmanuel Macron d'une réforme du Parlement qui verrait s'établir des listes européennes transnationales. En fait, il y a une vision radicalement divergente de ce que doit être l'Europe. Moi, je crois que l'Europe doit respecter son propre modèle. Si on veut défendre l'Europe, si on aime vraiment l'Europe, alors on doit regarder l'Europe pour ce qu'elle est. On ne doit pas essayer de voir dans l'Europe quelque chose d'autre que ce qu'elle est. L'Europe, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas la Chine. Et on peut être une puissance européenne sans dénaturer l'Europe. On peut même devenir une puissance européenne à condition de ne pas dénaturer l'Europe. Qu'est-ce que c'est que l'Europe ? C'est une alliance de démocratie. C'est une alliance de démocratie singulière. Qui ont chacune, prenez cet exemple-là, qui ont chacune leur propre langue. Ça fait une grande différence avec les États-Unis. Moi, je ne crois pas que demain, on aura un débat politique européen pour élire le président des États-Unis d'Europe. Il suffit de vivre l'expérience du Parlement européen pour voir à quel point le débat est marqué par cette diversité culturelle. Et c'est ça la force de l'Europe, d'ailleurs, cette diversité culturelle. Vous rencontrez des étudiants d'autres pays d'Europe tous les jours. Vous en faites l'expérience, j'en suis sûr, de la même manière que nous en faisons l'expérience. On n'a pas les mêmes référentiels politiques, on n'a pas la même culture politique, on n'a pas la même manière de considérer les institutions, on n'a pas la même culture parlementaire, par exemple. En Allemagne et en France. Prenez par exemple, pour être extrêmement concret, prenez le grand rêve qu'Emmanuel Macron avait défendu au début de son premier mandat, qu'il a oublié depuis, mais l'idée d'une armée européenne. Alors on va faire une armée européenne, disait Emmanuel Macron. Sur le papier, voilà, ça fait très pro-européen. On va être une armée européenne. On va faire une armée avec quelles règles ? En France, le président de la République peut décider d'engager l'armée française sur un théâtre d'opération, comme François Hollande l'a fait au moment du lancement de l'opération Serval à l'époque, de mémoire. On peut décider de cet engagement en une nuit, sans consulter personne. Le chef de l'État est le chef des armées et il engage l'armée de la nation parce qu'il le décide et il décide que c'est l'intérêt du pays. En Allemagne, pour que l'armée allemande soit autorisée à opérer sur un théâtre quel qu'il soit, il faut d'abord que le Bundestag se soit réuni et négocié, discuté et émis un mandat d'engagement avec les conditions précises qui régissent l'ouverture du feu, etc. Et on comprend très bien que les Allemands se soient donné cette règle-là, parce que nous avons des histoires différentes, c'est tout à fait logique. Mais ça crée évidemment des différences majeures dans nos systèmes institutionnels. La Ve République, c'est un système institutionnel qui est construit autour de ce type de stratégie de défense, autour de cette vision du monde, et autour de cette vision de ce qu'est la France, et de ce qu'elle doit être dans le monde sur le plan géopolitique. L'Allemagne a un autre système institutionnel. En Allemagne, la chancelière, le chancelier, qui est chef du gouvernement, qui est
le premier personnage de l'État doit aller au Parlement toutes les semaines pour répondre aux questions des parlementaires. En France, le chef de l'État n'a pas le droit d'aller au Parlement. Il n'a pas le droit de rentrer à l'Assemblée nationale. Mais ça crée une structure complètement différente, parce qu'il est au-dessus des partis, il est au-dessus de la querelle politique quotidienne, et ça crée encore une fois une structure complètement différente. Regardez notre rapport aux questions d'énergie. Les Allemands sont anti-nucléaires. Pour nous, le nucléaire, c'est le socle de notre mix énergétique. Mais c'est une vision du monde. Le nucléaire civil va avec le nucléaire militaire. Ça fait un tout. Et si nous avons la structure de la Ve République, avec le président de la République élu au suffrage universel, qui est le chef des armées et qui détermine la politique de la nation sur le plan de la politique étrangère, qui est son domaine réservé, si on a ces structures institutionnelles, eh bien c'est aussi parce que le président de la République est celui qui a la responsabilité d'engager le feu nucléaire s'il juge que c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y ait un débat parlementaire sur l'ouverture du feu nucléaire. Ça ne peut pas marcher. Donc, une vision du monde va avec un système institutionnel, qui va avec un modèle de sécurité, qui va avec un modèle énergétique. Tout est mêlé. Et on ne va pas demain détruire ces différences-là. Et d'ailleurs, ce serait infiniment dommageable de détruire ces différences-là. Si on crée une armée européenne, et qu'est-ce que ça veut dire une armée européenne? On prend les modèles d'engagement français ou le modèle d'engagement allemand? On ne peut pas faire une cote mal taillée au milieu. Et ce qui fait la force de l'Europe, c'est cette diversité-là. C'est que l'Europe, c'est en effet une civilisation, c'est l'histoire d'une civilisation, mais qui a donné naissance à une pluralité de cultures, une pluralité de peuples, une pluralité de langues, une pluralité de représentations du monde, une pluralité de visions de ce qu'est même la politique. Et c'est pour ça, je crois, qu'il faut respecter l'Europe. Si on aime l'Europe, on l'aime comme elle est. On ne cherche pas à plaquer sur elle un autre modèle. L'Europe ne sera jamais les États-Unis. Et c'est tant mieux. Et le meilleur service que l'Europe puisse rendre au monde de demain, c'est de rester elle-même, c'est de rester européenne, et pas d'essayer de singer la Chine ou les USA. C'est la raison pour laquelle ce débat il est fondamental. Il faut sortir du mauvais compromis qu'est le traité de Lisbonne. Il y a beaucoup de réformes à faire. Je pense un des sujets les plus importants, c'est de changer en profondeur le statut, la construction, la composition de la Commission européenne. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup d'idées qu'on pourrait pousser dans le débat, qu'on doit pousser dans le débat, mais je crois que la bonne manière pour l'Europe de progresser ne sera pas cette volonté d'avancer à tout prix vers la disparition ou l'effacement des États. Ce sera au contraire de respecter le modèle qui est le sien. Le modèle des États-Unis d'Amérique, c'est « e pluribus unum », faire de plusieurs un seul. La devise de l'Union européenne, c'est « unis dans la diversité ». C'est exactement l'inverse. Et dans le monde occidental, je pense que l'Europe doit précisément, pour servir le monde occidental, pour servir l'alliance des démocraties dont on a besoin pour relever les défis qui nous attendent, il faut que l'Europe reste fidèle à son modèle plutôt que de tenter, d'ailleurs, ce serait la fin en fait du projet européen, si l'Europe essaye de persévérer dans une perspective fédérale qu'en réalité les peuples européens ne veulent pas, elle finira par condamner sa propre possibilité. Donc que pensez-vous de l'élargissement envisagé par la Commission européenne d'une Union européenne à 30 C'est une question infiniment difficile parce que cet élargissement, par bien des égards, répond à une nécessité. Il y a une nécessité absolue pour l'Europe de construire l'unité du continent, l'unité de ces peuples rapprochés par cette civilisation européenne que j'évoquais à l'instant. Ce qui veut dire d'ailleurs, pour commencer, soyons très clairs, mais ça je pense que c'est une évidence maintenant, heureusement enfin acquise par à peu près tout le monde, que l'élargissement n'a évidemment jamais ne pourra jamais concerner des pays qui ne sont pas européens. Je pense évidemment à la Turquie. Ça aura été une folie de poursuivre le projet de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, qui est toujours en cours aujourd'hui. Pendant la guerre scandaleuse que l'Azerbaïdjan faisait allié à la Turquie, à l'Arménie, au moment où la Turquie était en train de violer l'embargo sur les armes en Libye, au moment où la Turquie rentrait en Syrie pour déplacer arbitrairement des centaines de milliers de civils, au moment où la Turquie envahit des États européens, parce que la Turquie aujourd'hui occupe le nord de Chypre, et que Erdogan est en train de pousser son avantage même au-delà de la partie qu'il occupe aujourd'hui en reprenant les zones démilitarisées protégées censément par les Nations Unies, au moment où la Turquie menace presque tous les jours la Grèce d'envahir les îles qui pourtant sont évidemment de son territoire souverain et reconnues comme telles par tout le monde depuis toujours, au moment où la Turquie a menacé même une frégate française
dans ce qui s'apparentait au dernier acte possible d'agression avant l'entrée dans un conflit armé concret, l'Union européenne est toujours en train de négocier un par un, avec tout le sérieux de la Commission, les chapitres d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. C'est une folie absolue. Donc, bon, ça, même pas nécessaire de le dire, il faut dénoncer. Et avec notre délégation, on a de façon constante dénoncé ces négociations d'adhésion, les financements qui s'y rapportent et tout ce qui va avec cet agenda géopolitique complètement aberrant. Maintenant, si on parle de pays qui sont européens par leur histoire, par leur culture, ces pays-là, oui, il est certain qu'il faudra les arrimer à l'Europe d'une manière ou d'une autre. Mais je ne crois pas que ce soit par l'élargissement. Prenez par exemple l'Ukraine, qui est aujourd'hui au milieu d'une guerre dont l'Europe est l'enjeu. Les Ukrainiens, de manière évidente, veulent s'arrimer à l'Europe. Mais pas seulement l'Ukraine. Des pays qui sont profondément européens, je pense par exemple à la Serbie, des pays qui ont une culture européenne veulent s'arrimer à l'Europe. Et si on ne trouve pas un moyen de les attacher à l'Europe, alors dans ce cas, ces terrains deviendront à nos portes des zones d'influence chinoise, des zones d'influence du monde arabo-musulman, de la Turquie elle-même, qui est en train de placer ses pions partout dans ces régions, et donc deviendront des éléments de déstabilisation à nos frontières. En revanche, c'est le point que je partage avec ceux qui défendent l'agenda de l'élargissement. En revanche, je ne crois pas une seconde que ce soit raisonnable et rationnel de faire entrer dans l'Union européenne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, les pays dont nous parlons. Et je ne crois pas du tout que dans la situation aujourd'hui, il soit raisonnable et rationnel d'élargir l'Union européenne de 27 à, vous parliez de 30, mais en réalité aujourd'hui la coalition allemande au pouvoir parle déjà de 36 pays, 36 États membres. Le processus décisionnel européen, je le disais à l'instant, est déjà dysfonctionnel par bien des aspects. La crise que l'Europe traverse est manifeste, on en parlait à l'instant, et donc il faut déjà qu'on soit capable de réformer ce qui doit l'être en Europe pour pouvoir ensuite évoquer la perspective d'un développement. Et puis surtout, je pense, et c'est le point le plus important, qu'en réalité, on doit renoncer à l'idée d'un modèle unique européen. Être attaché à l'Europe ne doit pas nécessairement vouloir dire rentrer, par exemple, dans un marché unique, sans barrières, sans frontières, sans douane, sans tarifs. Vous n'allez pas faire rentrer demain des pays dont le salaire moyen tourne autour de 400 € dans un marché unique avec la France. Imaginez évidemment la catastrophe que cela représenterait en termes de compétition sociale, de compétition fiscale, la déstabilisation profonde du modèle social de nos pays que cela constituerait. Donc il faut trouver une manière de répondre à ce problème très réel de la construction d'une unité politique du continent européen autour des principes de démocratie qui nous lient et de l'héritage de civilisation que nous avons en commun. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille rentrer dans la perspective des élargissements tels qu'ils sont proposés aujourd'hui. Face à la crise de la démocratie française et européenne, quelle modification de la Constitution apporter ? Est-ce qu'il faut modifier les articles ? Mais cela nécessite une difficulté, puisqu'il faut avoir la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, il me semble. Et donc, est-ce qu'il faut envisager une nouvelle constitution au sein d'une 6e République qui rendrait le recours au référendum plus simple, plus efficace ? Alors, d'abord, je pense, c'est une question très, très sérieuse, je pense qu'il ne faut pas... Je vais donner deux réponses qui paraîtront contradictoires. La première, je crois qu'il ne faut pas trop s'exagérer l'importance des institutions. Ou pour être plus précis, je crois qu'il ne faut pas tout attendre d'une réforme des institutions. À la fin, ce qui fait la qualité de la vie politique d'un pays, c'est la qualité de ceux qui participent à cette vie politique. Des décideurs politiques, des citoyens, des partis qui sont aujourd'hui reconnus par la Constitution comme le lieu de l'expression de l'opinion publique de la nation. Donc je crois que ce qui compte, c'est d'abord, encore une fois, de cultiver nos qualités de citoyens, la qualité de la vie civique, la qualité du débat public, du débat médiatique, qu'on soit capable d'avoir un débat public qui soit vraiment mûr, mature,
un peu plus adulte, un peu moins adolescent que celui qu'on connaît aujourd'hui. N'attendons pas tout de la réforme des institutions. Par ailleurs, je ne crois pas du tout qu'on ait besoin de changer de République. Pour ma part, je pense au contraire que dans le monde instable que nous connaissons aujourd'hui, la Ve République est une garantie de stabilité, de continuité des institutions, de continuité de l'État, qui est extrêmement précieux. Et cette garantie-là, je pense que ce serait une folie de vouloir l'abandonner aujourd'hui. Il faut bien sûr réformer la Constitution sur des points qui sont essentiels. Avec les Républicains, nous portons par exemple une réforme de la Constitution pour, en effet, rendre le recours au référendum plus fréquent, plus facile, et surtout pour élargir le champ d'application du référendum. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, le champ d'application du référendum est très étroit. Une question, par exemple, comme la question de la politique migratoire, qui est un sujet extrêmement débattu et qui, manifestement, est un sujet décisif, on peut en reparler pour l'avenir même du pays, ne peut pas aujourd'hui, en l'état, être soumise au peuple français par référendum. Or, ce serait une manière de sortir des impasses du débat parlementaire sur ce sujet, que de dire, voilà, nous demandons aux Français que le peuple tout entier se prononce sur la politique migratoire qu'il souhaite pour l'avenir du pays. Ce serait une manière de sortir par le haut de ces crispations, de ces tensions, de ces contradictions qui traversent le monde politique sur cette question fondamentale. Donc oui, nous sommes prêts à cette réforme constitutionnelle, tellement prêts que nous avons formulé une proposition de loi constitutionnelle, donc elle est sur la table aujourd'hui. C'est d'ailleurs assez frappant de voir que le président de la République dit un jour « Ah mais oui, tiens, il faudrait peut-être faire des référendums sur l'immigration », mais alors personne, pour l'instant, ne reprend cette proposition qui pourtant existe. Elle est prête à l'emploi. Voilà, nous sommes capables de contribuer à la vie du pays. Il faut prendre au sérieux le fait que les Français doivent avoir le droit de se prononcer sur plus de sujets que ce n'est le cas aujourd'hui. Et moi, je crois aussi que le référendum est une bonne manière de sortir des moments de tension ou d'incertitude qui peuvent traverser le débat public. Revenons sur votre parcours. Vous êtes maintenant vice-président exécutif des Républicains depuis janvier 2023. Et donc, on a pu constater une ascension rapide et fulgurante. Et quels conseils pouvez-vous donner aux futurs dirigeants qui peuvent se trouver dans cette salle ? Alors, une ascension rapide et fulgurante, je ne sais pas, mais... quel conseil je pourrais donner? J'ai l'impression d'être Gandalf avec ma barbe blanche. Je ne me sens pas encore tout à fait capable de jouer la posture du vieux sage qui donne des conseils aux jeunes loups. Et surtout, ce serait très prétentieux de ma part de prétendre donner quelques conseils que ce soit, parce que, en réalité, je n'ai que quelques années d'expérience. On pourrait dire que quelques années d'avance sur vous. Mais avec ces quelques années d'avance, je dirais... Si j'avais un seul conseil à partager, je tire ce conseil de la question que vous posiez. Il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé être vice-président exécutif des Républicains, si tant est que derrière ce titre ronflant, il y ait quoi que ce soit d'autre que le travail nécessaire qui nous attend pour essayer de reconstruire une famille politique qui puisse susciter la confiance des Français. J'aurais jamais pensé être parlementaire européen. Moi, mon vrai projet, c'était d'enseigner la philo. Et j'ai fait ce métier avec passion pendant 11 ans. J'aurais jamais pensé pouvoir vivre l'expérience que je vis à travers les soirées de la philo qui réunissent tous les 15 jours, en effet, des centaines de personnes qui viennent aujourd'hui au Théâtre Édouard VII pour partager les grandes questions que j'essaye d'explorer avec eux soir après soir depuis 10 ans. Et je pense, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est sachez déjà que la vie va vous surprendre. Le plus important dans la vie n'est pas ce qu'on a calculé. Le plus important dans la vie, c'est pas ce qu'on avait prévu. Jamais. Le plus important dans la vie, c'est ce qui vient souvent vous étonner, les occasions d'engagement que vous n'auriez pas soupçonnées, les promesses, les défis et parfois les difficultés que vous n'auriez pas pu prévoir, que vous n'auriez pas planifiées. J'ai rencontré tellement d'étudiants. C'est le privilège de l'enseignement de la philo, c'est qu'on enseigne en terminale à des élèves qui, du coup, sont en train de se poser les grandes questions de leur avenir. J'ai rencontré tellement d'étudiants tétanisés par la question de leur orientation, tellement d'élèves de terminale qui faisaient des cauchemars à l'idée de devoir valider la sélection sur Parcoursup.
Et en réalité, ce qui me fascine avec le recul, c'est de voir à quel point les études que vous faites aujourd'hui, le chemin que vous avez parcouru, celui que vous avez encore à parcourir ici, dans cette école qui vous forme, c'est un chemin qui vous prépare à mener des batailles que vous ne pouvez pas soupçonner. Et donc, ne vous inquiétez pas trop. Ce qui compte, c'est d'abord de se préparer à ce que vous ne pouvez pas prévoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas se préparer. Au contraire, l'essentiel, c'est de pouvoir vous donner à fond dans cette période de formation qui est essentielle pour votre avenir, de se donner à fond, mais encore une fois, d'autant plus à fond qu'un jour, les talents que vous êtes en train de cultiver ici, les qualités que vous développez, vous serviront pour des moments de votre histoire, et sans doute pour des moments de l'histoire de notre pays, des moments de l'histoire de notre continent que vous ne soupçonnez pas encore. Je ne savais pas du tout que les heures d'études de philo que je suivais sur les bancs de mon école, quand j'étais moi-même étudiant, me préparaient à parler un jour dans un parlement. J'en avais aucune idée. Mais j'ai commencé mon mandat, ma première intervention en séance plénière au Parlement européen, j'ai commencé mon mandat en citant une formule de Peggy qui m'a toujours beaucoup marqué. Et je ne savais pas du tout, quand je lisais Peggy, qu'un jour je serais conduit à le citer dans l'hémicycle du Parlement. Vous ne pouvez pas savoir où vous serez conduit demain, où vous serez conduit à servir, où vous serez conduit à donner ce que vous êtes en train d'acquérir, où vous serez conduit à rendre utile ce que vous êtes en train d'apprendre. Et c'est la raison pour laquelle c'est d'autant plus important de vous donner à fond dans cette période de vos études. Parce que si vous étiez capable de prévoir, vous pourriez faire le strict nécessaire pour réussir le parcours que vous vous êtes vous-même proposé. Mais en réalité, vous devez chercher à être les meilleurs, pas pour vous-même, mais pour les circonstances que vous ne pouvez pas prévoir ou d'autres que vous auront besoin de ce que vous serez devenus. Vous êtes tous attendus. Un jour, d'autres auront besoin de vous, et ce que vous apprenez aujourd'hui est beaucoup plus important que, d'une certaine manière, le seul parcours professionnel que vous pouvez avoir en vue. Dépasse de très loin l'enjeu de votre réussite individuelle. Parce qu'on vit un moment de crise, vous l'avez dit, un moment critique, et les moments de crise sont aussi l'occasion de revenir à l'essentiel. Et si je vois une raison d'espérer dans l'avenir, c'est que, et c'est vrai que je l'ai vu aussi comme prof, dans les générations qui se préparent à rentrer dans la vie professionnelle, il est devenu plus commun de ne pas chercher uniquement dans son métier l'occasion de gagner un salaire, et même un bon salaire. Vous cherchez autre chose que ça, et vous avez bien raison. Vous cherchez à faire œuvre utile pour quelque chose de plus grand que votre simple parcours, que votre simple individualité. Et je pense que dans les moments de crise, tout le monde est ramené à l'évidence que personne n'a le droit de construire sa propre vie pour lui-même, que personne n'a le droit de faire ses choix seulement pour son propre intérêt personnel. Voilà, si j'avais un seul conseil à vous donner, c'est celui-là. Préparez-vous à être surpris et préparez-vous pour pouvoir, le jour où vous serez surpris, être le meilleur dans des circonstances que vous ne connaissez pas encore. Pour revenir un peu sur le monde politique, quel est, selon vous, l'avenir de la droite ? Est-ce qu'on va assister à une union des droites, ou est-ce que la droite est condamnée à être fragmentée ou divisée ? Ah non, moi je crois qu'il faut réunir tous les électeurs de droite, bien sûr. C'est évidemment nécessaire. De toute façon, si on n'y arrive pas, on n'arrivera pas à gagner une élection. Et le but n'est pas de gagner les élections pour le bien d'un parti, d'une étiquette, des couleurs de notre famille politique. Le but, c'est pas de servir un parti. Le but, c'est d'être utile au pays. Et ma conviction profonde, c'est qu'aujourd'hui, le pays a besoin de ce qu'une famille politique authentiquement de droite peut avoir à lui apporter. Sur la question de la sécurité, sur la question migratoire, sur la question économique, la nécessité de recommencer à produire ce dont nous avons besoin, même sur la question environnementale. Parce que qu'est-ce que c'est que l'environnement ? On reproche souvent à la droite d'être conservatrice. On m'a reproché aussi parfois d'être conservateur, et vous y avez fait allusion tout à l'heure. D'ailleurs, ce qui est tout à fait frappant, c'est que ce reproche vient souvent
de rumeurs supposées plutôt que des engagements que j'ai pu réellement assumer, mais ça c'est un peu un détail. On reproche parfois à la droite d'être conservatrice, mais l'écologie c'est un combat authentiquement et profondément conservateur. Qu'est-ce que c'est que la cause écologique sinon la certitude que nous héritons d'un bien infiniment fragile qui mérite d'être transmis et qui s'appelle la nature? C'est un combat conservateur qui d'ailleurs dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire de la littérature, même dans l'histoire de la politique, a toujours été porté historiquement par des figures liées à la droite. C'était dans l'histoire des droites de René Raymond, la droite légitimiste qui était précurseur de la cause environnementale, au moment où la révolution industrielle était déjà en train de bouleverser les équilibres installés. Donc, préserver et transmettre l'environnement, c'est une cause qui doit être celle de la droite. Et quand je vois nos amis écologistes au Parlement européen qui consacrent toute leur énergie, encore aujourd'hui, à tout faire pour fragiliser la filière nucléaire en Europe, alors que c'est celle qui nous permet de garantir la production d'électricité la plus décarbonée de très loin, quand je vois que les écologistes allemands ferment les dernières centrales nucléaires d'Europe pour les remplacer par des centrales à charbon, je me dis en effet que la droite est vraiment écologiste quand elle défend le nucléaire. Et que ce que veulent les tenants de l'écologie politique, c'est pas sauver la planète, mais organiser la décroissance. Donc je crois que le pays a besoin de ce que la droite doit lui apporter. Et pour ça, il faut que la droite gagne. Et pour ça, il faut qu'elle réunisse tous les électeurs de droite. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé aux Républicains. Pas parce que j'étais sûr qu'ils avaient tout bien fait dans leur histoire, mais parce que ma conviction, c'est que si on arrive à reconstruire cette famille politique, à faire en sorte que tous ceux qui se sentent de droite dans ce pays s'y retrouvent à nouveau, alors on arrivera à redonner au pays des perspectives d'alternance et une perspective d'espérance. Donc je crois qu'il faut réunir tous les électeurs de droite. Ce qui me frappe, c'est que ceux qui parlent d'union des droites aujourd'hui dans le débat politique sont ceux qui organisent des divisions supplémentaires. C'est quand même ça qui est tout à fait étonnant et que je regarde avec un peu de scepticisme. Parce que, si vous voulez, c'est très facile de créer son parti. Enfin, oui, moi, je peux en faire un demain aussi. Hein. Je sors de l'ESCP galvanisé par votre accueil sympathique et je dis, allez, on crée un nouveau parti. On va l'appeler, je sais pas, moi. Alors, il y a pas mal de qui sont déjà pris maintenant. Donc, Renaissance, Reconquête, ok, on va l'appeler Retour, Résurrection... reconstruction, refondation, tout ce que vous voulez. Voilà, on l'appelle allez, refondation, c'est parti, on se lance. On va faire 3, 4, 5% à toutes les élections. Bon, c'est super. Mais à la fin, comment on gagne? Le sujet, c'est que c'est à l'intérieur de la droite que ça doit se passer. C'est à l'intérieur du parti politique qui, historiquement, a toujours eu pour mission d'incarner la droite. Bien sûr, ce parti a pu décevoir. Bien sûr, il n'a pas tout bien fait. Bien sûr, il y a des choses qui n'ont pas marché. Mais c'est là que ça doit se passer. Parce que sinon, on va vers la fragmentation perpétuelle. Ça rime à quoi de dire allez, on fait l'union des droites, mais venez derrière moi, tout le monde dans ma chapelle? Non. Si on veut vraiment que tous les électeurs de droite se réunissent, il faut aller reprendre sa place dans la formation politique qui a cette responsabilité historique. Si on est de droite, on croit à l'histoire, on croit au sens du temps long, on croit à la continuité historique. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de défendre tout le bilan. Une famille politique qui a gouverné la France pendant des décennies ne peut pas avoir tout bien fait. Et si quelqu'un attend de moi que je dise que la droite a tout bien fait quand elle était au pouvoir, c'est pas moi qui le dirais. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle a tout mal fait. Enfin, ce qui compte, de toute façon, c'est pas de regarder indéfiniment le passé. Ce qui compte, c'est de regarder lucidement cet héritage pour construire l'avenir. Et on ne le construira pas si on ajoute des divisions aux divisions. On le construira si on est capable de se réunir dans la formation politique, dont la mission, depuis le début de la Ve République, est de représenter les électeurs qui se sentent profondément un tempérament de droite. Donc moi je dis à tous ceux qui sont ici et qui considèrent qu'il faut effectivement que la droite reprenne le pouvoir, qu'elle reprenne des couleurs, qu'elle retrouve sa place, qu'elle assume sa responsabilité, je leur dis si vous aimez LR, venez chez LR. Et si vous n'aimez pas LR, venez chez LR. Si vous êtes un électeur de droite qui trouve qu'LR est décevant, mais prenez votre carte, on vous attend. On a besoin de vous pour reconstruire de l'intérieur. C'est là que ça va se passer. Parce qu'LR, c'est effectivement peut-être un passif. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas marché. Mais LR, c'est aussi un actif. LR, c'est des milliers d'élus locaux qui, tous les jours sur le terrain, se battent pour les Français. LR, c'est le parti qui a le plus grand nombre de maires dans ce pays. Le parti qui est présent dans plus de la moitié des communes de France. LR, c'est la majorité sénatoriale. LR, c'est un groupe décisif aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
LR, c'est la participation à la première force politique au Parlement européen. Est-ce que si vous vous sentez de droite, vous allez abandonner ça? Ben non, si vous vous sentez de droite et que vous trouvez qu'LR ne va pas toujours dans la bonne direction, ben on a besoin de vous entendre. Venez le dire. Prenez votre carte. C'est pas très cher. Vous êtes jeune, vous avez une réduction. Vous venez chez nous, vous venez parler, vous n'êtes pas d'accord, vous le direz, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un parti? C'est la somme de ses adhérents. Si vous voulez faire changer les choses, c'est le moment de faire une OPA. On vous attend. Et je parle très sérieusement. Parce que si on déserte, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux options possibles. Soit vous préférez commenter la catastrophe, observer l'effondrement, faire la chronique du déclin, vous resterez à l'écart, vous pourrez toujours trouver de bonnes raisons de ne pas être d'accord avec ce qui se passe, surtout si vous n'êtes pas là, bien sûr. Pas comme ça que ça va s'améliorer. Soit vous décidez de rentrer sur le terrain. Il y a deux options possibles. Et moi, je crois que la France a besoin de la droite. Je crois aussi que la France a besoin de la gauche, d'ailleurs. Ça va peut-être vous surprendre. Moi, pour ma part, je crois au clivage gauche-droite. Je pense que ça existe. Je pense que ça correspond à la réalité de la complexité des débats politiques qui se présentent et qui se présenteront toujours à une société démocratique. J'ai jamais cru au en même temps. Parce que la vie, c'est pas le en même temps. Et la vie politique non plus, c'est pas le en même temps. La vie, c'est, comme le disait Kierkegaard, et c'est aussi la vie politique, la vie, c'est ou bien ou bien. Vous savez, c'est le titre d'un livre de Kierkegaard. Kierkegaard a écrit un livre qui s'appelle Ou bien ou bien. C'est un titre bizarre, comme souvent les titres de Kierkegaard, mais qui dit beaucoup, en fait. La liberté, la démocratie. La liberté, c'est la possibilité de choisir. Et faire un choix, ça veut dire ou bien ou bien. Et c'est ça la difficulté de la vie. C'est ça la difficulté de Parcoursup. C'est ça la difficulté des décisions qu'il faut prendre. Vous êtes à l'heure des grands choix de votre existence. Vous savez très bien que c'est ou bien ou bien. Et bien c'est ça la difficulté de la vie politique. Comment on résout les problèmes qui se posent à une société? Comment on va résoudre le défi migratoire qui est devant nous? On ne pourra pas faire en même temps. Parce qu'en même temps, ça veut dire nulle part. Rien du tout. C'est-à-dire on déçoit tout le monde des deux côtés à la fois. Ça veut dire à la fin, on ne fait rien. La vie, c'est ou bien ou bien. Et moi, je crois qu'on a besoin, pour que la démocratie soit vraiment libre, pour qu'une alternative soit présentée aux citoyens, on a besoin que la droite se reconstruise dans ce pays, on a besoin que la gauche se reconstruise dans ce pays. On a besoin d'une gauche qui soit vraiment de gauche et qui présente aux Français une vraie alternative cohérente, consistante. On a besoin d'une droite qui soit vraiment de droite et qui assume d'être de droite. Et c'est pas scandaleux non plus que la droite soit vraiment de droite. C'est la condition justement pour qu'à la fin, les citoyens soient vraiment libres et qu'ils aient vraiment le choix. Si on dit on va faire en même temps la droite et la gauche, et tous ceux qui ne sont pas avec nous sont des salauds, des imbéciles, des réactionnaires ou des extrémistes, en réalité, on détruit la possibilité du dialogue démocratique. Ceux qui nous promettaient la fin des clivages, paradoxalement, ont produit la situation la plus tendue, la plus crispée, la plus violente, d'une certaine manière, dans le débat public qu'on ait jamais connu. Et donc, il faut qu'on reconstruise les clivages. Pour ça, s'il y a des gens parmi nous qui sont vraiment de gauche, je vous félicite, on a besoin de vous. Je vous en supplie, allez reconstruire la gauche. Sortez-la du délire où elle semble être parfois rentrée. Et s'il y a des gens parmi vous qui sont vraiment de droite, dans ce cas-là, bienvenue, venez reconstruire avec nous. C'est une belle promotion, en tout cas. André Malraux nous dit que le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. Comment penser la laïcité aujourd'hui, alors que l'on semble assister à une résurgence de la religion dans le débat public, voire même dans l'espace public ? Et je pense que ça a été une très grande erreur pendant longtemps de croire que la laïcité, c'était le contraire de la religion. Parce qu'en effet, comme le disait Malraux, la religion fait partie de la vie des hommes et elle continuera de faire partie de la vie des gens. En revanche, la laïcité, c'est un héritage religieux d'ailleurs, puisque la laïcité est directement issue de la tradition chrétienne. Le mot laïque vient de la théologie chrétienne et la laïcité vient de la théologie issue de ce passage de l'Évangile dans lequel le Christ dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et ce sont des penseurs marqués par cette tradition chrétienne qui ont fait apparaître petit à petit dans l'histoire l'idée même de laïcité. C'est ce que Blaise Pascal appelait la distinction des ordres. Et donc il faut retrouver cet héritage de la laïcité qui n'est pas hostile à la religion, qui est héritier de ce point de vue-là de cette civilisation que nous avons en partage. Et il faut retrouver le génie de la laïcité qui est précisément la distinction du temporel et du spirituel. La distinction de ce qui est de l'ordre de la vie politique, de la vie publique et de l'ordre de l'expérience religieuse et de la quête spirituelle.
il m'a été aussi souvent reproché parfois d'être... je traîne avec moi cette image, peut-être parce que la ville dont je viens, comme on a pu le constater dans l'introduction liminaire, porte avec elle bien des représentations parfois caricaturales. Il est arrivé qu'on me catalogue comme étant moi-même chrétien. Je le suis, mais je n'en ai jamais fait une étiquette politique. D'abord parce que je pense qu'on peut avoir une religion et ça n'en fait pas un programme politique. Et deuxièmement parce que je crois que, et c'est quelque chose à quoi je tiens comme à la prunelle de mes yeux, je crois que jamais l'héritage de la laïcité n'a été aussi nécessaire. Et que quand je rentre dans la vie publique et dans un débat public, quel qu'il soit, un propos de nature religieuse ne peut jamais être à soi seul un argument. C'est toujours la raison commune qui doit être le lieu commun autour duquel se structurent nos débats démocratiques. Et ça me paraît fondamental. Et on peut être soi-même... on peut avoir une foi, quelle qu'elle soit, et tenir à la laïcité. Et aujourd'hui, c'est fascinant de voir, et là aussi, je parlais de la crise que traverse la gauche, mais je suis sidéré de voir une partie de la gauche, pas toute la gauche, mais une grande partie de la gauche, qui renie des combats qu'elle a portés pendant des décennies, et qui fait de la laïcité une sorte de péché d'islamophobie. La laïcité, encore une fois, c'est aujourd'hui notre plus grande digue contre tous les intégrismes qui voudraient détourner notre débat public. Et je crois que c'est absolument fondamental d'y tenir et de la défendre. L'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, écrivait Ernest Renan. Selon vous, assiste-t-on aujourd'hui à un choc de civilisation qui fait que le peuple français est aujourd'hui condamné à être fragmenté et divisé, voire qu'il n'y a pas aujourd'hui un peuple en France, mais plusieurs peuples? Dans Les Déshérités, c'était en 2014, en effet, j'avais écrit « Je n'ai pas peur du choc des cultures, mais j'ai peur du choc des incultures ». Je crois que c'est un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je pense qu'en effet, la brutalisation de la société, la montée de la violence a évidemment quelque chose à voir avec deux sources profondes. D'une part, le phénomène migratoire absolument inédit que la France a connu au cours des dernières décennies, inédit par son ampleur, inédit par sa nature, et qui se poursuit aujourd'hui. Chaque année, et c'est en particulier un mouvement qui s'est accéléré dans les 10 dernières années, le gouvernement marque des records absolus de ce point de vue-là. Chaque année, la France continue d'accueillir des centaines de milliers de nouveaux arrivants. L'an dernier, 480 000 titres de séjour ont été délivrés, un record historique, 1 demi-million de personnes qui viennent, pour l'essentiel, de pays. Les principaux pays d'origine sont les pays du Maghreb. Et je pense que la grande erreur qui a été faite par la gauche, mais qui a été faite aussi par la droite, qui est toujours faite aujourd'hui par une grande partie du monde économique, c'est de croire finalement que les individus sont des atomes indifférenciés qui se déplacent dans un espace géographique neutre. Comme le ministre Lescure qui disait l'autre jour, l'industrie française va avoir besoin de 200 000 étrangers. Alors déjà, j'ai une incertitude, c'est que chaque année, il y a 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire français sans diplôme, sans formation, sans emploi, sans stage. On pourrait peut-être commencer par se préoccuper de ces gamins-là, avant de considérer qu'il faut faire venir 200 000 étrangers, comme si, au fond, on n'avait pas, dans notre pays, déjà des talents qui n'attendaient que de pouvoir être correctement formés pour pouvoir s'exprimer vraiment et apporter ce qu'ils ont à donner à la vie de l'économie. Et pas seulement à la vie de l'économie, bien sûr, mais aussi à la vie civique dans toutes ses dimensions. Et surtout, faire venir 200 000 étrangers, ça ne veut pas dire faire venir 200 000 éléments d'un rouage industriel qui vont faire tourner une gigantesque machine. Ça veut dire faire venir des personnes qui ont une culture, qui ont une représentation du monde, qui ont une manière de vivre, qui ont une hiérarchie de valeurs. Et moi, je ne leur reproche pas d'être les porteurs de cet héritage. Mais en revanche, ce qui est fou, c'est de ne pas voir qu'en effet, avec ce phénomène massif, on a créé une situation dans laquelle il n'y a plus en France de certitude que nous partageons une culture commune. C'est un euphémisme.
Or, la condition de la paix civile, la condition de l'unité d'une société, c'est le sentiment d'appartenance à une culture commune. C'est le fait que nous ayons des références en commun, que nous ayons une certaine manière de vivre, des coutumes, une culture, malgré la diversité de nos régions, évidemment, et de nos caractères, malgré tout que nous sachions qu'il y a quelque chose qui nous lie. Et, plus important encore que notre manière de vivre, que nous ayons des principes communs, une hiérarchie de valeurs, une représentation du monde. Tout cela fait la possibilité même d'une société, d'un pays, d'une nation. C'est la phrase de Renan que vous citiez à l'instant. Vous savez, on a souvent utilisé Renan à tort en expliquant à travers sa phrase sur le plébiscite de chaque jour. Là, un pays, c'est un plébiscite de chaque jour, mais ce n'est pas seulement un choix arbitraire. On ne fait pas un pays juste parce que les gens veulent faire partie du pays. Un pays, c'est, comme le dit Renan, d'abord une culture commune. Et ça ne se sécrète pas tout de suite. Et c'est le fait que le phénomène migratoire a été finalement conjugué avec la crise éducative. Mais les deux, en fait, procèdent de la même source. C'est qu'on n'a plus voulu voir la nécessité d'une culture commune. Et c'est pour ça qu'on a arrêté de transmettre à l'école. Et c'est pour ça qu'on a assumé des flux migratoires aussi massifs, sans considérer la conséquence inéluctable qu'ils finiraient par avoir. Et donc oui, il faut absolument réussir à reconstruire cette unité du pays. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, ça on le dit depuis des années, c'est la raison pour laquelle il faut mettre fin à cette fuite en avant migratoire absolument sidérante qui est une menace très grave pour la possibilité même de reconstruire cette unité et de dépasser nos fractures. Merci. Nous allons maintenant passer au Fast and Curious. Bonsoir monsieur, nous allons donc procéder au Fast and Curious. Est-ce que vous connaissez le principe ? Je crois que je connais le principe. Donc vous allez voir deux propositions et nous vous demandons de choisir très rapidement avec une brève justification. J'espère que je vais être discipliné. C'est parti. Politique ou philosophie ? Philosophie. La Sorbonne, Cambridge ? La Sorbonne. Les soirées de la philo ou les soirées d'école de co ? Les soirées de la philo, mais vous pouvez venir aussi, vous êtes invité. France, Europe ? France. Strasbourg ou Versailles ? Versailles. Bellamy ? Bellamy ? En fait, la particularité, c'est que le Bellamy de Maupassant que vous citiez en commençant est un personnage extrêmement peu sympathique. Et je ne suis pas certain de vouloir m'identifier à lui, donc je garderai mon nom. Ça marche. Les héritiers, les déshérités. Je sais pas. Je crois que le sens de la vocation politique, c'est de s'engager pour les plus fragiles, pour ceux qui traversent les plus grandes difficultés de la vie. Et donc je choisirais sans aucun doute les déshérités, pas pour un titre, mais pour le sens d'un engagement. Donc on en a parlé tout à l'heure. De Gaulle ou Pompidou ? Je dois dire une gratitude particulière à l'égard de Pompidou. Bien sûr, De Gaulle, grand personnage historique, mais on doit à Pompidou d'avoir été un très grand président qui était aussi un très grand professeur. Et on doit à Pompidou de nous avoir légué, imaginez quand même, on a connu une époque dans la vie politique où les présidents de la République écrivaient des anthologies de la poésie française. Et je crois qu'on doit à Pompidou nous avoir légué cette anthologie magnifique avec laquelle j'ai vécu depuis que je suis tout gamin, puisque mon grand-père me l'a légué littéralement et qui ne m'a jamais quitté. Et il faut lire l'anthologie de Pompidou et il faut apprendre de la poésie par cœur. C'est très important. Merci. Angela Merkel, Olaf Scholz. Olaf Scholz, mon meilleur ennemi. Peggy ou Bernanos? Alors, impossible de choisir. Non, là, vraiment, c'est trop dur. Vous avez le droit à un joker, ça marche. Ah, merci, c'est sympa. Non, là, vraiment, ça aurait été vraiment impossible. L'Élysée ou Matignon? Vous avez le droit à qu'un joker. Hein. Le problème, c'est que la réponse que je vais faire va être immédiatement interprétée. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que dans la vie, il faut se préparer à être surpris, donc je n'ai pas de plan de carrière. Et enfin, garder les pieds sur terre ou prendre le large? Prendre le large, bien sûr. Il n'y a rien de plus important que de s'évader de temps en temps. Et pour moi, la vraie évasion, c'est la voile et c'est la mer. Toutes les vacances que j'ai, c'est-à-dire pas assez à mon goût, mais toutes les vacances que j'ai, je les passe en mer parce que c'est, je crois, seulement depuis la mer qu'on peut retrouver un regard un peu plus lucide sur ce qui se passe sur la terre ferme. Merci. Merci à vous.
Donc on va maintenant prendre les questions du public. Vous avez dit précédemment quelque chose qui m'a interpellé. La droite est écologiste. Nous avons tous eu un séminaire sur l'écologie à l'ESCP en début d'année. Et pour revenir à votre propos, très bien, le nucléaire, c'est bien beau pour aider le climat, mais aider le climat, comme le dirait Jean-Pierre Jancovici, Aurélien Barraud, c'est faire un peu plus que le nucléaire. C'est renoncer à un certain modèle de société de consommation. C'est renoncer aux échanges mondiaux internationalisés. C'est privilégier les circuits courts et privilégier les échanges proches, les circuits courts et l'économie circulaire. Et dans ce cas-là, est-ce que la droite est prête à renoncer à la grande consommation? Est-ce que la droite du MEDEF est prête à réduire la production? Est-ce que la droite est prête à réduire la production de voitures, à réduire les vols, à réduire les jets privés pour protéger le climat? Et moi, je pense que ou bien on est de droite, ou bien on est écologiste, mais on ne peut pas faire en même temps. Merci. C'est frappant parce que votre question me paraît contenir sa contradictoire. Vous avez dit deux choses qui me semblent en fait être au cœur de l'incohérence que je lis dans l'écologie politique, pardon de le dire si directement. Vous avez dit être écologiste, ça veut dire renoncer au commerce mondialisé, ça veut dire être capable de favoriser le commerce local, la production locale, les circuits courts. Moi je suis d'accord avec vous, et on a travaillé pour ça d'ailleurs au Parlement européen. La première mesure qu'on défendait en 2019, c'était la barrière écologique. C'était le nom qu'on lui avait donné, le fait de créer enfin à l'entrée du marché européen une taxe carbone qui permette de faire en sorte que les produits importés sur le sol européen soient affectés d'une taxe qui valorise le carbone émis pour leur production. Et c'était évidemment aussi une manière de redonner de l'oxygène à la production locale. Parce que oui, je crois, moi, pour ma part, que si on est vraiment écologiste, il faut chercher à produire en Europe. Il faut chercher à produire nous-mêmes. Il faut chercher à ne plus assumer la complicité scandaleuse et révoltante de notre continent à l'égard de la destruction du climat qui s'est jouée dans la mondialisation. Aujourd'hui, on assiste au bilan de ce que l'Europe a fait depuis 30 ans, c'est-à-dire baisser ses émissions de carbone, mais augmenter son empreinte carbone. Ce qui veut dire en réalité laisser à d'autres que nous le soin de polluer à notre place. Et vous voyez, de ce point de vue-là, je crois qu'en effet, la droite a le devoir d'être écologiste, parce que la droite, comme tous les partis politiques, a le devoir de mettre la préservation de l'environnement au premier rang de ses préoccupations. Mais pour nous, Européens, ça veut dire recommencer à produire bien, à produire de manière sérieuse, à produire de manière exigeante, à produire de manière décarbonée, d'où le nucléaire, mais à produire nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Et moi, je suis révolté que la COP qui s'ouvre aujourd'hui ne mette pas à son agenda la priorité absolue qui devrait être celle de tous les pays qui veulent vraiment défendre la cause de l'environnement et qui est la sortie du charbon. Parce que c'est ça le grand sujet. Et si on veut que l'Europe serve à quelque chose, il faut qu'elle fasse de manière urgente de son marché, un marché de 500 millions de consommateurs, le premier marché mondial, il faut qu'elle en fasse un levier vers la sortie du charbon dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle la barrière écologique, qui est devenue le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, il faut le compléter très rapidement. Il faut effectivement faire en sorte que demain, ça coûte très cher. Pas seulement aux Européens, ça c'est déjà le cas avec ETS, mais que ça coûte très cher aux États-Unis, que ça coûte très cher à la Chine, à l'Inde, de produire avec du charbon pour aller vendre en Europe. Et je ne dis pas ça pour accuser ces pays, mais je dis ça parce que nous sommes responsables de la manière dont ils produisent. Si on veut acheter au moindre prix ce que la Chine fabrique pour nous dans notre modèle de consommation, dans ce modèle consumériste qui fait qu'effectivement on s'est rendu responsable de la dévastation du monde, alors dans ce cas, nous sommes complices du fait que la Chine en 2022, c'est ça le problème du climat. La Chine en 2022 a annoncé qu'elle construirait 100 centrales à charbon supplémentaires. Ça veut dire 2 centrales à charbon qui ouvrent par semaine en Chine. On pourra faire tout ce qu'on veut, nous, en France et en Europe, pour favoriser les circuits courts, pour diminuer notre consommation. Et vous pouvez mettre le débat, si vous voulez, vous pouvez mettre le débat, bien sûr, sur les jets privés. Je ne prends pas de jets privés, j'ai aucun intérêt à défendre les jets privés, ça m'est égal. Mais à la fin, c'est pas ça
le problème du climat. Le grand problème du climat, c'est que la Chine ouvre 2 centrales à charbon par semaine. Et que émettre 1 kWh d'électricité, or l'électricité et l'industrie, c'est 85% des émissions de la Chine, c'est aujourd'hui 40% la production électrique de toutes les émissions mondiales. Émettre 1 kWh d'électricité avec du charbon, c'est 800 grammes de CO2. Avec du gaz, 400 grammes de CO2. Avec du nucléaire, 10 grammes de CO2. Donc voilà, il faut choisir ses combats. Et moi, je dis encore une fois, le sujet majeur, c'est la sortie du charbon, c'est la décarbonation de la production mondiale. Et l'Europe a une responsabilité pour ça. Mais c'est là-dessus qu'on doit travailler. Et travailler là-dessus, ça veut dire effectivement recommencer à produire, assumer notre responsabilité, arrêter d'importer tout ce qu'on consomme. Le déficit commercial français, c'est l'indice de l'irresponsabilité écologique de la France. Voilà. Et c'est pour ça que je crois, et devant la question écologique, il n'y a pas une seule manière de répondre, c'est pour ça que je crois au clivage droite-gauche. Il y a des gens qui nous expliquent, et je comprends leur logique, que le cœur de notre agenda écologique, ça doit être la décroissance. Moi, je crois que le cœur de notre agenda écologique, ça doit être de recommencer à produire. Il y a des gens qui nous expliquent que si on est écologiste, alors on doit considérer que produire, c'est un gros mot, que produire, c'est un mot sale. Que par exemple, la production agricole doit décroître en Europe. Moi, je considère l'exact inverse. Que si on est vraiment authentiquement respectueux de l'environnement et authentiquement à la hauteur de notre responsabilité environnementale, alors on doit produire nous-mêmes notre alimentation. Et ça veut dire des choix très concrets sur la manière dont on décide de soutenir ou non notre agriculture, dont on décide de l'aider à faire mieux ou de la considérer comme suspecte et comme coupable. C'est des choix, y compris des choix parfois médiatiques ou des choix de regard sur la réalité et sur la réalité de ceux qui produisent autour de nous et qui continuent à produire malgré toutes les difficultés. Voilà. Et je crois que les étudiants que vous êtes, et quand j'entends les étudiants dans les discours de grandes écoles au moment de la remise de diplômes qui se mettent tous à faire des grandes professions de décroissance, moi je crois que les étudiants que vous êtes, vous devez avoir pour mission de vous préparer à produire. Si vous voulez sauver la planète. Et pas, au contraire, mettre votre talent à organiser la fragilisation de la production européenne. Parce que le jour où on aura arrêté de produire en Europe, on n'aura pas sauvé la planète. On aura juste détruit notre économie et on aura offert des parts de marché aux modèles de production qui détruisent l'environnement. Et c'est ça, très concrètement, le débat devant lequel on est placé aujourd'hui. Et c'est pour ça, oui, je le crois, que la droite a une responsabilité majeure sur la question écologique. Bonsoir monsieur. Vous disiez, vous citiez Général de Gaulle en disant que la culture générale est l'école du commandement. Et vous dénonciez finalement un délitement complet de l'éducation nationale et de sa fonction de transmission. Mais plutôt qu'un délitement qu'on aurait laissé advenir ad hoc, est-ce qu'il n'y a pas eu véritablement une provocation ? Et dans la résolution du problème, ne faut-il pas aller plutôt que contre le délitement, contre la provocation de ce délitement ? Parce que, enfin, eu égard à toute cette politique Panem Circenses du pain et des jeux que les gouvernants ont entretenu depuis 81, je dirais même depuis VGE, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas blâmer, en dehors de l'éducation nationale elle-même, surtout cette provocation politique, quand on voit qu'aujourd'hui, les ministres apparaissent sur des plateaux télé de showbiz, etc., aussi bien dans des télé-réalités, est-ce qu'il n'y a pas véritablement toute cette notion du politique qui a été désacralisée et qu'il faut aujourd'hui reprendre complètement, restructurer, pour restructurer ensuite l'éducation nationale ? Vous avez raison, c'est une responsabilité collective. Tout ne repartira pas de l'école. Mais malgré tout, ma certitude, c'est quand même qu'à la fin, on ne permettra pas au pays de retrouver confiance en l'avenir si on ne commence pas par reconstruire l'école. Et en fait, c'est en tout. Vous avez parfaitement raison. Je crois aussi que l'un des sujets majeurs, c'est de faire en sorte que on crée autour de l'enfance, de cette préparation à l'avenir, un écosystème favorable pour le développement, le déploiement et la croissance des adultes de demain. D'où, en effet, le fait qu'aujourd'hui, on a un défi majeur pour reconstruire la politique familiale. Vous en parliez tout à l'heure, mais effectivement, la famille est un sujet majeur. Et quand on voit que l'enquête de la Fondation Jean Jaurès, qui a été faite très récemment, qui demande aux Français quelle est leur société idéale, aboutit à cette conclusion
que pour les Français, ce qui compte le plus dans la vie, c'est d'abord la famille. Oui, il y a un travail majeur à faire pour soutenir les familles, pour soutenir dans les familles le cadre qui permettra à la génération qui vient de grandir. Il y a aussi un travail majeur à faire pour préparer les citoyens de demain, en dehors même de l'école. Et de ce point de vue-là, alors là, je vais vraiment faire le ringard de service, mais j'ai toujours observé que finalement, les plus jeunes étaient les plus réacs en la matière, potentiellement parce que vous n'avez pas d'inhibition, que vous ne vous sentez pas en danger d'être classé comme de vieux cons, et ça vous rend parfois plus lucide sur la réalité des réponses à apporter aux défis inédits auxquels nous sommes confrontés. Mais moi, je pense qu'il y a un vrai sujet avec ça. C'est-à-dire que quand vous voyez que les collégiens d'aujourd'hui passent en moyenne 3 ou 4 heures par jour sur les écrans de leur smartphone, où essentiellement ils regardent des vidéos de 8 secondes qui oscillent entre des bébés chats qui tombent dans l'eau et des images à caractère explicite. On a la génération qui vient, le grand risque, c'est elle n'est pas moins intelligente que celle qui l'ont précédée, elle n'a pas moins de talent, pas moins de potentiel, mais le grand risque, c'est qu'elle ressorte totalement vrillée. Et donc, il y a un vrai sujet de santé publique avec le monde des écrans dans lequel des gamins de 1 an sont déjà en train de grandir. Et je crois que oui, il faudra apporter une réponse politique à cette question aussi. Donc vous disiez, c'est pas seulement comme vous disiez, c'est pas seulement l'école, c'est aussi toute la société qui doit renoncer, qui doit choisir les conditions de la préparation d'une relève de citoyens qui soit à la hauteur des défis qui viendront. Bonsoir Monsieur Bellamy, merci pour votre conférence. Et je voulais simplement vous poser une question concernant le paysage politique de 2027, étant donné que d'après les derniers sondages, les 2 partis en lice pour l'élection présidentielle seront le Rassemblement national, mais aussi LREM. En cas d'une primaire qui se finirait, qui se dirigerait vers un second tour impliquant ces 2 partis, pour qui appelleriez-vous à voter ? Voilà, mais là on rentre dans la politique fiction. On est vraiment très 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 loin de l'échéance de 2027. Et moi je suis assez fasciné de ce que, d'abord de 2 choses, du poids incroyable de l'élection présidentielle sur la vie politique française. On était à peine sorti de 2022 que déjà on était en train de spéculer sur la question de savoir qui sera candidat en 2027, comment ça va s'organiser, etc. Et l'autre chose qui me marque beaucoup aussi, c'est de voir à quel point on a voulu réduire en permanence toute notre vie démocratique à un 2e tour. Avant le 2e tour, il y a un 1er tour. Donc moi, je défendrai les couleurs du candidat de la droite, qui j'espère sera le mieux lancé dans cette élection présidentielle. Et surtout, le point important, c'est que pour moi, la date décisive pour l'avenir de notre vie politique, pas seulement en France d'ailleurs, mais aussi en France, la date décisive pour l'avenir de notre vie politique et la reconstruction du paysage politique français, c'est pas 2027. C'est 2024. Et 2024, il y a je pense, un rendez-vous décisif qui se produira, qui contribuera à redessiner l'avenir de la vie politique et de la vie démocratique en France. Et dans cette élection de 2024, je m'engagerai à fond pour défendre les couleurs du parti auquel j'appartiens, pas encore une fois seulement pour l'intérêt de ce parti, même pas d'abord pour l'intérêt de ce parti, mais parce que je vois bien aujourd'hui à quel point, au plan européen, personne d'autre ne fait le travail que nous pouvons faire. Le RN est absent et n'aura pas, malgré le fait qu'il ait gagné la dernière élection européenne, n'aura pas déplacé une virgule en 5 ans dans un seul texte européen. La majorité présidentielle, alors vous l'appelez LREM, mais en fait elle a tellement changé de nom qu'on ne sait plus comment il s'appelle. Ensemble, Nous Tous, Renaissance, Renew, tout ce que vous voulez. Bon, enfin, appelons-les majorité présidentielle, ce serait plus simple. Eh bien, au Parlement européen, c'est très simple. En fait, leur ligne politique se situe quelque part entre le groupe des Verts et la France Insoumise. Donc, leur vote étant très à gauche, y compris très à gauche de leur propre groupe, je pense que les idées que
auxquels je tiens et que je crois qu'il faut défendre, en fait, ne seront défendus par personne si nous ne faisons pas ce travail. Et c'est la raison pour laquelle je m'engagerai avec détermination dans cette élection européenne, parce qu'elle sera fondamentale pour l'avenir du paysage européen, mais aussi pour l'avenir du paysage politique français. Bonsoir Monsieur Bellamy, merci pour votre intervention. Tout à l'heure vous avez parlé d'union des droites et plus précisément de s'engager aux Républicains pour le renouveau de la droite. Moi j'avais une question sur les Républicains en interne. On a pu voir au moment de l'élection du président du parti qu'il semblait en tout cas y avoir plusieurs lignes au sein des Républicains. Comment est-ce qu'un parti qui apparaît en tout cas de l'extérieur divisé en interne peut rassembler les Français de droite ? L'élection du président du parti, c'est une élection interne, ce qui est tout à fait normal dans un parti démocratique. Je sais que ça ne se pratique pas beaucoup au RN ou à la France Insoumise ou chez La République En Marche, mais enfin nous, on est encore un parti démocratique, donc c'est normal d'avoir des élections internes. Et le débat n'était pas tant sur la ligne, parce que fondamentalement, moi je soutenais Bruno Retailleau, Éric Ciotti a été élu. Le sujet n'était pas tant de savoir quelle était la ligne, parce qu'on était globalement très en phase sur les idées, sur la nécessité d'assumer une droite qui soit dans l'opposition franche au gouvernement macroniste. On était très en phase sur la nécessité de défendre cet héritage intellectuel qu'on évoquait ici et les grands fondamentaux de la droite, et de revenir aussi à l'essentiel. Le sujet était plutôt sur la question de la méthode, sur la manière de s'organiser. C'est ce qui peut souvent d'ailleurs constituer l'occasion d'une discussion interne dans un parti politique. C'est pas tant de savoir quelles sont nos idées, parce que si on s'y est engagé, c'est qu'on sait a priori pour quelles idées on s'engage, mais c'est d'abord de se poser la question de comment on les défend, comment on s'organise pour les faire valoir. Et c'est ce qui s'est passé dans cette élection interne. Et d'ailleurs, le fait que Éric Ciotti ait été élu ne nous a pas du tout empêché de nous réunir tous. Et aujourd'hui, je travaille avec lui comme vice-président du parti, et on travaille en bonne intelligence avec une vraie ligne commune. Non, en fait, ce qui est frappant, c'est qu'on reproche souvent aux Républicains d'avoir trop de diversité ou de différence entre eux. Peut-être parce que justement, on est un parti démocratique et que du coup, les gens se parlent et qu'ils osent dire les choses. Mais le fait est que je vois des contradictions bien plus grandes dans d'autres partis que le nôtre, hein. Regardez la majorité présidentielle, par exemple, puisque on les citait. Quel est le point commun entre un Sacha Houlié et un Gérald Darmanin? Vous voyez, on parle du texte immigration, j'ai du mal à voir une vraie cohérence entre ce que dit l'un et ce que dit l'autre à l'Assemblée ou au Sénat. Quel est le point commun entre Jean-Michel Blanquer et Pape Ndiaye? Bon, voilà, quand je vois l'incroyable grand écart qui peut caractériser le monde politique qui aujourd'hui est au pouvoir, je me dis que nous, les Républicains, on a au moins la chance d'avoir effectivement plus de cohérence à travers nos débats légitimes, plus de cohérence et de clarté que ce que le en même temps autorise de contradictions parfois improbables. Merci. On va maintenant passer au mot de la fin. Oui, désolé, pour ceux qui avaient des questions, n'hésitez pas à venir les poser rapidement à la fin de la conférence. Que cette conférence touche à sa fin. Merci d'y avoir assisté. Merci beaucoup, monsieur, pour votre présence ce soir. Nous en profitons pour remercier nos partenaires, donc le laboratoire NetExplo, le cabinet de conseil en stratégie Mawenzi, ainsi que la maison de champagne Panier et le rosé de Provence Roseblood. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. C'était la dernière de cette année 2023. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles. Merci beaucoup et très belle soirée.